Bonjour. Alors, on va faire comme les autres fois, on va aller très vite. Vous me rassurez juste que vous entendez très bien, que l'image est bonne, le son ok, et puis on y va, sans perdre de temps. Comme d'habitude, vous le savez, nous, c'est pas le nombre en direct qui est important, c'est plutôt la qualité de ceux qui reçoivent les messages envoyés et leur impact sur la société, c'est ça le plus important. Donc, merci pour ceux qui sont connectés de faire signe et de me rassurer que on est bien entendu, le son est bon et qu'on peut y aller, les amis. Est-ce qu'il faut parler plus fort? Est-ce que vous entendez comme ça suffit? Dites-moi. Alors, les amis, est-ce que vous entendez très bien? Ah ben voilà, je vous entends ça sur ça. Les amis, est-ce que vous entendez très bien? Moi je vous entends ça sur ça. On va juste baisser le son pour qu'on n'ait pas d'effet Larsen. Allez, veuillez vous signaler s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez? Le son est ok, l'image ok. Si oui, on y va. Hein, vous me faites juste un petit message pour dire ok son, ok image, et puis voilà, on y va. Et c'est sûr de ne pas trop durer, parce qu'ensuite il arrive que nos communications soient reprises par d'autres et pour leur éviter de faire des montages derrière pour couper les déchets. Donc je vous écoute, je vous, je vous suis très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Roger. J'aperçois que vous avez été à la une de l'actualité cette semaine, suite à une déclaration qui a fait polémique. Ben, c'est un peu ça la vie quand on est un homme public. Hein. C'est comme ça. Tout ce qu'on dit peut être interprété diversement, mais votre responsabilité n'en est pas moins engagée. Alors, bonsoir cher Bertrand. J'espère que vous allez bien. Bertrand, c'est un vieux compagnonnage qui date de bientôt une trentaine d'années. Ah, bonsoir cher Franck. Molo, Angèle et Vina. D'accord? Est-ce que vous recevez 5 sur 5? La qualité sonore est bonne? Est-ce que... Bonsoir, Constant Barca. Dites-moi juste si le son et l'image sont bonnes afin qu'on puisse y aller. S'il vous plaît. Je suis à votre écoute. Est-ce que vous
Le suivez très bien. 5 sur 5. Ah d'accord. Angèle dit que tout va bien. Bon, j'espère que si pour Angèle tout va bien, ça va être le cas pour tout le reste. Bon, bienvenue les amis. Ce dimanche encore, on essaie de gérer comme on peut, dès qu'on peut dégager un petit créneau. Même à la dernière minute, on voit si on peut se rencarder. C'est pour ça que je vous envoie toujours... là, je vous ai envoyé un message au dernier moment pour vous demander si vous avez une minute pour qu'on essaie de se parler. Il y a une grosse actualité dans le monde aujourd'hui, plutôt une actualité très nourrie dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le reste des pays du monde. Merci Constant, merci. Je propose que chacun tout à l'heure puisse poser des problématiques qui lui semblent d'intérêt, et puis on va échanger. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de tabou avec moi. On peut parler de tout. Bon, je proposais qu'on commence par le Cameroun. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'agitation cette semaine avec le réveil, on va appeler ça comme ça, du Grand Nord. Hein, ils avaient un peu été tensés par le commissaire Ebene, je veux parler de l'élite du Grand Nord, taxés de concussion, de corruption et tout ce que vous voulez. Et je crois que là, on assiste petit à petit au réveil des élites. En tout cas, on a vu cette semaine le ministre Issa Tiroma faire une sortie. Je la résume en quelques mots. Je suis l'allié de Biya, je ne suis pas l'allié du RDPC. Si on peut caricaturer, c'est ce qu'il dit, en quelque sorte. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, Issa Tiroma, c'est qui Issa Tiroma? C'est un requin de la politique. C'est un renard, quelqu'un qu'il faut surveiller de très près, qui est très mesuré, très pondéré dans sa manière d'agir, dans sa manière d'homme politique. Et donc, il faut lire chacune de ses sorties, chacun des actes qu'il peut poser en tant qu'homme politique, toujours avec beaucoup d'attention. Moi, je pense que, et là, je suis dans l'analyse, hein, c'est une opinion, elle n'a de factuel que certains aspects, mais en gros, c'est l'avis que j'ai à donner sur la question. Issa Tiroma, qui est quelqu'un que je connais, hein, qui a beaucoup de qualités, c'est un grand patriote. Nous avons à l'époque traité certains dossiers concernant le Cameroun, je crois qu'il était ministre de la Communication. Et il m'a laissé une très très bonne impression. Chose qui est assez rare avec les gens qui sont dans la gouvernance chez nous en Afrique la plupart du temps. Voilà, comme c'est le fait du prince, les gens qui arrivent là considèrent qu'ils n'ont pas d'allégeance à faire au peuple ou tout simplement au Cameroun. Et donc, s'ils ont une allégeance à faire, c'est au système, au réseau qui ont permis qu'ils arrivent aux affaires. Donc, à l'époque, j'avais été assez étonné, assez surpris de voir en Tiroma, un patriote, hein, quelqu'un qui était très investi dans sa mission et qui, contrairement à beaucoup, n'était pas spécialement un homme d'argent. Voilà, parce que le problème c'est ça. Toute initiative qui peut être portée sur notre pays se trouve tout de suite vitrifiée ou atomisée à l'aune des petits intérêts financiers des uns et des autres. Donc vous parlez Cameroun, vous parlez projet, et puis se pose la question de savoir, moi je gagne quoi à titre personnel? Et si je ne vois pas ce que je gagne à titre personnel, je m'en fous de ce que peut gagner le Cameroun. Non, Tiroma, il n'est pas de ce bois-là. C'est un vrai patriote. Pour l'avoir pratiqué, bon, je sais qu'aujourd'hui ça ne fait pas très glamour de se revendiquer une proximité avec moi. Je les comprends, je ne suis pas le personnage le plus populaire auprès de la gouvernance actuelle. Mais je voulais dire que, profitant de cette proximité, j'ai vu un personnage très très politique. Et l'analyse qu'on peut faire de sa sortie, je vais la faire en deux temps. Il y a l'éventualité que Issa Tiroma, qui se tient au jus,
des choses qui se passent dans la grande maison au palais, ait peut-être appris que, bon voilà, le vieux, il n'y a rien à y faire, il n'est plus dans le coup, et donc même si on va devoir le brandir, ce ne sera qu'un prétexte hein, pour par la suite procéder à une passation des choses au clan qui aujourd'hui a quasiment déjà mis la main sur le pouvoir. Et donc à ce titre, ils considèrent que si la personne avec qui ils ont fait un deal, qui est le président Biya, ce qui est le cas de la quasi-totalité des autres membres, en tout cas des formations politiques dites d'opposition qui sont dans la gouvernance actuelle, la plupart de ces deals se sont faits, c'est le président. C'est le président Biya, c'est le vieux qui gère ça. Donc il a dit se dire, bon, alors, moi les informations que j'ai, c'est que il est plus trop dans le coup le vieux, et donc aujourd'hui on est en train de le brandir comme un gadget, mais voilà, ça va pas être lui. Et donc, à partir de ce moment, le deal qu'il a avec lui est caduc. Et donc, il peut retrouver sa liberté d'expression, notamment, et faire la sortie qu'il a fait chez lui pour dire, bon voilà, moi, j'étais allié du président Biya, je suis pas l'allié du RDPC, et de toutes les façons, donc si le président Biya n'est plus là, aujourd'hui, le deal que nous avions est caduc, on peut donc rebattre les cartes, et donc je peux retrouver et reprendre ma liberté. On peut l'analyser sous ce prisme. On peut également l'analyser sur un autre prisme, se dire, et ça j'en parlais avec un de nos frères, je ne sais pas s'il aimerait que je le cite, bon, je le garderai dans la confidentialité, j'en parlais avec lui, on peut l'analyser aussi sous le prisme de que, bon voilà, aujourd'hui on a un parti au pouvoir qui comprend bien que la difficulté qu'il y a de vouloir, de réussir le passage en force, qu'ils ont toujours envisagé toutes ces années, en sachant que ça passera crème, puisque de toutes les façons, il y a un peuple complètement lobotomisé, amorphe, incapable de réaction. Et sauf que là, cette fois, il y a quelque chose quand même qui est en train de se produire dans la société camerounaise. Et vous comprendrez tout à l'heure les similitudes avec l'histoire, parce qu'on est quasiment à la croisée des chemins, comme en 1948. À la naissance de l'IPC, le début de la contestation, en tout cas le début de la volonté d'aller vers la souveraineté. Nous sommes exactement en 2025 dans la même configuration. La preuve, on a vu les Nations Unies venir s'impliquer dans l'élection à venir. C'est pas habituel. Nous, dans l'histoire du Cameroun, on n'a pas l'habitude de voir ça. Alors ça peut être interprété comment, ça peut être compris comment, mais ça peut être compris que justement, on est dans les années 40, le Cameroun va aller vers son autodétermination, les Nations Unies, donc la Société des Nations, place le Cameroun sous protectorat de la France. Et donc, quand les nationalistes camerounais, Ouandié, Oumniobé et tous les autres commencent à sonner le tocsin, ils se tournent vers qui? Ils se tournent vers les Nations Unies pour leur dire, bon écoutez, les mecs, nous on est prêts, on peut assumer notre propre pays nous-mêmes, il n'y a pas besoin qu'on continue à rester sous la tutelle de quiconque. Et donc, voilà, les Nations Unies, de cette époque, 1948, aujourd'hui, ils reviennent se mêler d'une élection qui est à venir au Cameroun en 2025. Pourquoi? On est en lieu de se poser ces questions. Et donc, comme ça va être querellé, je crois qu'il y a eu aussi cette semaine au Cameroun le passage d'un haut gradé de l'armée camerounaise qui a quasiment tenu en respect une bonne partie de notre hiérarchie de sécurocrates. On a vu des photos passer sur Internet qui sont assez éloquentes. Vous savez, le body language, il révèle beaucoup de choses. Quand vous avez quelqu'un qui est en position de domination, mais ça se voit dans les images qui peuvent être projetées. Donc on a à la fois les Nations Unies qui ont placé le Cameroun à l'époque sous protectorat français, sous mandat français. On a un général français qui arrive au Cameroun cette semaine. Et bien entendu, nous savons derrière, c'est la question des élections. Donc pourquoi cet empressement dans cette période-ci? Pourquoi pas les autres fois? Même si on peut dire que les autres fois, l'action était toujours là, mais un peu plus discrète, invisible. Pourquoi c'est visible cette fois-ci? Eh bien, c'est parce que notre pays est à la croisée des chemins. On a le choix entre mener la bataille qui a commencé jusqu'au bout pour aller vers la souveraineté totale,
ou alors se montrer amorphe une fois de plus, et c'est reparti pour 100 ans de domination, cette fois avec les fils d'eux, qui seront plus cruels. Ah oui, parce que si vous avez bien remarqué comme moi, vous savez, moi j'appelle de tous mes voeux le départ du président Biya et du système qu'il a créé autour de lui. Mais je ne vous cache pas qu'il m'arrive de dormir la nuit et de me réveiller avec une boule dans le cœur, parce que connaissant un peu la mentalité des nouvelles générations que nous sommes, on a vu, hein, chaque fois que on a permis à l'un d'entre nous d'être en responsabilité quelque part, on n'a jamais vu autant de zèle, on n'a jamais vu autant de méchanceté, on n'a jamais vu autant d'égoïsme. Donc, ok, sommes enthousiasme, il faut que les choses changent, mais il faut qu'on ait la capacité de faire notre propre autocritique. Est-ce que les nouvelles générations que nous sommes, que vous êtes, que nos petits frères qui viennent, nos enfants sont, est-ce que vraiment sur le plan éthique on est meilleur que ces anciens? Ça j'en doute. Hein, je constate qu'il y a une concentration de mal. Hein, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être parce qu'on n'a pas lu assez comme ces anciens, peut-être parce qu'on est sorti d'un moule, d'une société mondialisée qui enseigne l'individualisme, qui enseigne l'addiction au paradis artificiel, à toutes ces choses inutiles, en réalité, mais pour lesquelles plein de gens sont prêts à tuer aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit, c'est ça. Dès que vous avez un jeune qui arrive aux affaires, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? Ben, ce qu'il faut, c'est qu'il commence par piquer la copine de son meilleur ami, hein, histoire de bien lui dire que bon, voilà, moi je suis en position de pouvoir aujourd'hui. À l'époque, tu nous en mettais plein la vue, là je vais prendre ma revanche sociale. Mais est-ce qu'en prenant ta revanche sociale, personnellement, tu rends service au pays? Je pense qu'il faut que, au sortir de la communication de ce soir, que tous, autant que nous sommes, que nous commencions à réfléchir. Parce que, ok, imaginons, on réussit là demain, tous ces vieillards ne sont pas là. C'est quoi le modèle que nous mettons en place? Qui a travaillé dessus? Je n'entends pas jusque-là des gens parler en termes de ce modèle. C'est quoi le nouveau pacte civilisationnel que nous mettons en place? C'est le jeune Léon Teller Nana qui utilise souvent cette expression. Je ne sais pas sur quel modèle on part, sur quelle valeur, avec qui, comment. Et je pense que ça doit être un vrai souci aujourd'hui de réflexion. Il faut qu'on s'asseye vraiment et qu'on commence à décider aujourd'hui ce qu'on peut faire si on nous dit demain le pouvoir est là. Est-ce que ça va être un pouvoir de jouisseur, comme ça s'est passé jusque-là, avec une explication très crédible? Si le Cameroun n'a pas été bâti depuis cette indépendance jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est parce que le Cameroun, à qui on a accordé l'indépendance en 1960, on ne lui a pas affecté dans sa feuille de route les missions de se bâtir. Non. Ce Cameroun-là, avec les affidés, donc nos frères à qui on a confié le pouvoir, en lieu et place de ceux qui se sont battus réellement parce qu'ils voulaient de la souveraineté, ce Cameroun-là, on lui a affecté comme feuille de route, surtout vous ne faites rien, restez cet endroit dans sa splendeur, sa candeur, où on va venir prendre la matière première pour développer nos pays à nous. Et donc, dans ce sens, on peut dire que ceux qui se déclarent meilleurs élèves et tout, ils ont parfaitement raison. Ils ont appliqué l'agenda pour lequel ils ont été installés aux affaires. Donc, la nouvelle génération que nous sommes, que vous êtes, que les plus jeunes sont, c'est quoi l'agenda? Est-ce qu'on viendra pour jouir? Oui, parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de changement et tout, en réalité, beaucoup se voient que calife à la place du calife, quoi. C'est-à-dire, ils viennent, bon, voilà, je vais avoir moi aussi mon Prado, et je vais avoir un gendarme, et puis profiter de ma position de pouvoir pour écraser les autres. Alors que nous savons qu'à grand pouvoir correspond à grande responsabilité. Vraiment, si les gens n'ont pas la capacité de se sacrifier, de considérer que le pouvoir, c'est une chose qui vous rend esclave de la collectivité. Ce n'est pas la collectivité qui est votre esclave, c'est vous qui devenez l'esclave. Vous devez pouvoir vous réveiller à n'importe quelle heure quand il y a un problème qui les touche pour essayer d'apporter des solutions. Donc, est-ce qu'on y est là? Est-ce qu'on y est dans ce truc-là? C'est quoi le projet derrière? On va voir, parce que tout le monde aujourd'hui, moi aussi, parle de il faut faire partir ce système, il faut qu'il s'en aille. C'est vrai que ce serait une étape formidable de se dire, bon voilà, ils sont partis, ça y est, on a pu venir à bout d'eux,
Moi, je vous ai dit il y a 2 ans aujourd'hui que je ne voyais pas du tout une transition démocratique au Cameroun, parce que démocratie au Cameroun, il n'y a jamais eu. Hein. On sait comment ça se passe. En 1990, il y a un type qui s'appelait Ni John Frondi. Il se présente à une élection en 92. Il réussit à challenger réellement la gouvernance en place à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est que ce type a été acheté. Hein. Voilà, parce que tous les Prados avec lesquels vous le voyez rouler, c'est les Prados qui venaient de la présidence de la République du Cameroun. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Il a non seulement été acheté, mais le deal a bien été ficelé. Hein, parce que par une alliance de sang, hein, on l'a fait épouser, un de ses enfants a épousé l'enfant d'un autre ponte du RDPC. Donc le truc est bien verrouillé. Et donc voilà, son rôle c'était lequel? Allez, tu vas être l'opposant, hein, historique, l'opposant vedette, que nous, le pouvoir, nous reconnaissons. On règle tes problèmes, tu as droit de l'argent. Et puis, sauf que toutes les fois qu'il y a une élection qui approche, ben, ce que tu dois faire, c'est que tu dois être celui qui casse la stratégie unitaire de l'opposition. Sachant que dans la configuration actuelle des choses, vraiment pour imposer, ne serait-ce que maintenir le pouvoir en place, avec tout ce qu'ils ont comme machine, il faut au moins une opposition qui soit unie, c'est-à-dire qui présente un candidat. Voilà, donc ce type, il a fait ça durant toute sa carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, après qu'il ne soit plus là, il n'y a pas d'autres personnes qui jouent ce rôle? Je ne peux pas vous le jurer, la main sur le cœur. Mais je m'abstiendrai de dire plus que ça, parce que nous savons qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens en lesquels des milliers d'autres personnes croient, vous devez faire attention à tout ce que vous dites. Ça peut se voir créer des drames. Oui, parce que nous, on connaît des gens qui ont perdu les membres de leur famille, qui ont fait de la prison et tout, parce qu'ils croient au changement. Donc venir leur annoncer certaines choses, même si ces choses sont vraies, c'est une grosse responsabilité que personnellement je refuse d'assumer. Mais je voulais quand même attirer l'attention des uns et des autres sur les méthodes qui sont pratiquées par ce pouvoir-là pour se maintenir en place. Donc en 92, ils ont réussi à ramollir un politique qui avait porté quand même une grosse aspiration populaire. Ils ont réussi à en faire un mec qui se contente de bouffer, donc un jouisseur, comme eux. Et puis ce bonhomme, il a fait quoi? Il a envoyé les Camerounais pendant toutes ces années-là. Et puis le truc s'est répété inlassablement. Nous sommes en 2025. Rien n'exclut donc qu'on n'ait pas un autre schéma comme celui-là. Et c'est là que je reviens à l'histoire d'Issa Chiroma, la sortie d'Issa Chiroma. Je vous ai dit que je la voyais comme possiblement de deux façons. La première façon, je vous ai expliqué, peut-être que au regard des informations qu'il a de la Grande Maison, parce qu'il faut savoir comment le Cameroun fonctionne. Quand j'entends dire des gens que c'est une grosse forteresse qu'on ne peut pas enlever, moi je rigole. Parce qu'il n'y a rien de plus fragile que le pouvoir de Yaoundé. C'est l'un des rares pays au monde où vous avez des gens, des collaborateurs du président, des gens qui travaillent dans la proximité, des petites mains, qui ont des problèmes d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui ont des problèmes de salaire, des gens qui sont mal payés. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font pour arrondir leur fin de mois? Donc des ministres comme Chiroma ou d'autres, certainement, ont des personnes qui les tiennent au jus de ce qui se passe en échange de quelques expédients et de petits biens. Donc, ça donne la possibilité, peut-être, au ministre Chiroma d'avoir entendu quelque chose venant de la grande maison. En haut, il n'y a rien, le vieux, c'est mort et tout. Et puis, bon, voilà, fort de ça, il se sentit pousser les ailes. Mais non, si c'est mort, il est hors de question que moi j'aille dans un deal avec le reste des mecs, parce qu'ils sont comme moi, ils sont des créatures. Donc, à quel titre je vais leur faire allégeance? Il n'y a pas de raison. Donc, on rabat les cartes. Ça, c'est la première possibilité. Il y a une deuxième possibilité, et là, je vais m'appuyer sur l'expérience que je viens de vous raconter sur l'histoire de Frondi. Il y a la possibilité, peut-être aussi, que le pouvoir, se sentant à l'étroit, décide d'instrumentaliser, comme il sait très bien le faire, ces gens-là, en leur disant, bon, maintenant vous allez sortir, on va essayer de polariser, puisque c'est le Grand Nord, le Grand Sud, le gros du vivier électoral, il est concentré là-bas, donc on va essayer de polariser le débat, le combat entre le Nord et le Sud, sauf que bon, voilà, vous allez aller reprendre de la main, et puis bon, voilà, on va faire une élection comme d'hab, vous arriverez premier, deuxième ou troisième, mais vous allez vite dire, bon voilà,
nous reconnaissons la victoire du RDPC. Ça, ce sont des schémas qu'il ne faut pas perdre aussi de vue. C'est des possibilités. Je ne dis pas que c'est ça, mais il y a ces possibilités quand on sait comment fonctionne ce pouvoir. Parce que c'est quand même assez suspect. C'est sorti de personnes qui sont toujours dans le gouvernement et qui prennent le niveau de liberté qu'on peut voir là depuis quelques jours. Alors, on va prendre quelques questions. Voilà, il y a Madame Mayo Binder qui disait tout à l'heure qu'il était peut-être important de parler du projet, quelle est la base infrastructurelle qu'il faut bâtir pour sortir notre pays de la situation où il est aujourd'hui. Moi, je crois que ce sont des préoccupations qui sont légitimes. Parce que c'est vrai, bon, il faut que ça change, mais on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Elle parlait de l'autoroute reliant le Nord Cameroun au Tchad. Moi, je pense qu'il faut mieux. Moi, je vois une espèce de plan Marshall pour la construction des infrastructures prioritaires au Cameroun. Il n'y a pas que Garoua. La problématique que le Cameroun rencontre aujourd'hui, c'est que les Camerounais, c'est des formidables travailleurs. Vous n'avez qu'à aller à l'ouest du Cameroun, à Fumbot, aller en pays Eton, et de voir la force de travail de nos parents qui sont là-bas. Les tomates qui sortent tous les jours, ils sont dans les champs, ils produisent. Donc on est clairement un bassin de production agricole important. Maintenant, à quelle difficulté se heurtent tous nos paysans? À quelle difficulté se heurtent nos agriculteurs? Au déficit d'infrastructure. Donc il y a matière pas seulement à faire une autoroute qui relie le nord au Tchad. Nous on voyait 5 ou plutôt 6 autoroutes. Une reliant le Nigeria, une reliant le Gabon et la Guinée équatoriale, une autre reliant la Centrafrique et une reliant le Congo-Brazzaville et enfin une autoroute reliant le Tchad. Pourquoi? Parce que dès que vous avez fait ça, vous avez en fait créé une structure qui permet de générer des effets multiplicateurs, hein, avec beaucoup d'externalités positives. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que ces gens qui produisent chez nous et qui se contentent d'un petit marché, alors que la production est importante, parce que vous savez que la production est importante, comment? Aller au marché de Mokolo le soir, vers 19-20 heures. Vous voyez le nombre de produits qui restent là dans les étals parce qu'ils n'ont pas pu être écoulés. Et comme le transport coûte cher, donc les mamans qui sont venues avec ces produits d'Okola, de Mlong, de tous les petits villages environnants à Eton autour de Yaoundé, ne peuvent pas repayer du transport pour amener. Donc ils laissent pourrir ces produits-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de production que ne peut accueillir la capacité du marché. Et donc, si nous avons ces autoroutes, nous nous positionnons comme étant un bassin de production et puis ces autoroutes nous ouvrent le marché des 6 grands pays qui nous environnent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si la maman d'Okola sait que sa tomate, quand elle la sort, en 4 heures de temps, elle est au Nigeria, en 6-7 heures ou 8 heures de temps, elle est aux portes du Tchad, donc elle peut vendre. Vous imaginez le nombre de millionnaires, le nombre d'agripreneurs qu'on crée, le nombre de millionnaires qu'on crée, grâce seulement à l'agriculture. Et donc, quand je parle de plan Marshall, je parle de plan Marshall parce qu'il faut financer ça. Et au vu des ressources qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est vrai qu'on dirait qu'on peut toujours, hein, on peut si on veut, mais au vu des ressources qui sont les nôtres, qui sont exsangues, il y a matière maintenant à passer des deals, à dire aux gens, mais voilà, il y a un business model derrière, on va écouler, ces routes vont générer du trafic, il y aura des péages et compagnie, et à partir de ces péages, on peut rembourser tous les emprunts qui peuvent être faits, mais c'est des emprunts au moins qui sont justifiés. Là, on n'est pas sur la dette que nous donnent les FMI et la Banque mondiale actuelle, où ils envoient des courtiers qui viennent se mettre d'accord avec des gouvernants camerounais pour prendre des dettes complètement fantaisistes et qui ne servent à réaliser aucun projet. Résultat, des générations entières vont venir payer des dettes pour des projets qui n'ont jamais vu le jour, donc qui ne créent pas de la valeur. Comprenez? Donc là, au moins, on a matière à dire, on a pris, on va dire, on a pris 15 000 milliards sur les marchés financiers pour faire 5 ou 6 grandes autoroutes pour désengorger le Cameroun et pour l'ouvrir à tous les marchés environnants.
Vous savez, les Nigérians, ils mangent beaucoup le héros et tout. Et ça pousse dans toutes nos campagnes au Cameroun. Vous avez un marché de 200 millions de gens juste à la porte du Cameroun. Qu'est-ce qui nous sépare de ce marché? Eh bien, c'est une autoroute qui nous met le Nigeria à 4-5 heures de chez nous. Vous avez ça? Vous ne vous rendez pas compte le niveau de richesse qu'on est en capacité de créer. Donc effectivement, il faut, Mayo Binder, pour répondre à vous, il faut penser en termes de base infrastructurelle pour créer des effets multiplicateurs, pour générer des externalités positives, parce que tout ça, ça crée une certaine richesse. Le Cameroun aujourd'hui a une position centrale. Nous avons un accès maritime et nous sommes entourés de pays comme le Tchad, la Centrafrique, qui n'ont pas cet accès maritime. Donc vous imaginez ce que ça peut nous générer comme profit, qu'on puisse avoir des routes de qualité, rendant Bangui, je ne sais pas moi, à 6-7 heures de Yaoundé. Pourquoi? Parce que c'est relié par une autoroute. Il y a matière à faire des choses. Mais, encore une fois, moi je crois que il va être difficile de faire tout ce que nous envisageons de faire si la question de l'énergie n'a pas été placée au centre de toutes les réflexions. Et ce n'est pas un hasard si vous voyez que en 60-70 ans, la résolution de ce problème a toujours été abordée avec laxisme. Pourquoi avec laxisme? Je vous ai expliqué quels sont les fondements d'origine de cette indépendance. Ça veut dire qu'il n'était pas question qu'on se développe, il n'était pas question qu'on devienne des puissances industrielles. Et donc pour ça, tout ce qui a été mis en place, c'était plutôt des mécanismes pour empêcher qu'on aille vers le développement, qu'on ait une base industrielle sérieuse. Dès qu'il y a eu un chef d'État qui a commencé à ne pas appliquer ces accords-là secrets, eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui est arrivé, c'est qu'on l'a dégagé, on a installé un autre en lui disant, t'as vu ce qu'on a fait à l'autre? Bon, toi, tu vas être un bon élève, tu nous garantis? Elle dit, oui, je vais être un bon élève, d'accord. Donc, alors, tu nous détruis toute la petite base qui commence à être construite, et surtout, rien ne bouge. Et résultat, on vous dit qu'un pays comme le Cameroun, qui a un tel potentiel hydraulique, on a des fleuves de 918 km comme la Sanaga, on a de Vouri, on a un tas de fleuves, mais on vous dit qu'on a des problèmes d'énergie. Parce que rien que l'hydraulique pouvait nous permettre de régler le déficit énergétique du Cameroun. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Et pourquoi même dans les nouveaux projets sortis de terre, on n'est toujours pas en train de résorber le déficit énergétique? Mais parce qu'il y a une volonté de ne pas régler ces problèmes. Si on permet que ça se règle, ben c'est fini. Là. On décolle. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous, on va voir des partenaires pour échanger avec eux. Ils nous disent, bon d'accord, nous sommes d'accord pour délocaliser, nous sommes d'accord pour faire un transfert de technologie, mais avec quoi on fait tourner nos usines? Vous n'avez pas l'énergie suffisante et à coût réduit qui nous permet de venir faire cet investissement chez vous. Donc, à la fin de la journée, fin de la discussion, il n'y a rien qui se passe. Donc, cette question de l'énergie, il va falloir qu'elle soit au cœur de la réflexion. Et il n'y a même pas de grosses réflexions à mener. C'est tout réfléchi. Il faut se dire qu'on ne peut pas aller sur des solutions où on vous dit que tout un pays comme le Cameroun, c'est son loulou. Quand on était petit, dès qu'il y a une panne à son loulou, tout le pays est plongé dans le noir. Mais pourquoi? On doit déconcentrer la solution énergétique. Il y a le Nion qui coule en Balmayo. Il faut, à partir du Nion, trouver un moyen de faire un centre de production d'électricité, des barrages là-bas qui vont alimenter la zone du Nion. À Douala, il y a le Vouri, à Edea, il y a la Dibamba, à Edea, il y a la Sanaga. On trouve un moyen de créer des solutions localisées. C'est ce qui se fait dans tous les pays qui se respectent. Ça fait quoi? La première conséquence positive, c'est qu'au moins, quand il y a une panne, ce n'est pas tout le pays qui est plongé dans le noir. Donc il va y avoir peut-être une panne qui frappe les gens de Kiossi, mais on n'a pas une panne et puis tout un pays qui est handicapé. Donc moi je pense qu'il faut réellement qu'il y ait des états généraux de la question de l'énergie au Cameroun, et ça demande donc d'aller vers la souveraineté, d'où le combat qui est en train d'être mené. Vous savez, la dernière fois, j'ai pris la parole pour tirer un chapeau à tous les soutiens du MRC, parce qu'ils ont fait une véritable démonstration de force. Les gens ne se sont peut-être pas rendus compte, mais en termes de symboles, s'envoyaient des symboles trop forts.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Camerounais veulent se mobiliser, ils peuvent se mobiliser pour changer leur destin. Vous comprenez un tout petit peu ce que je veux dire? Ils peuvent se mobiliser pour changer leur destin. Et donc, il ne dépend que des Camerounais. C'est la faiblesse structurelle, la faiblesse spirituelle des Camerounais qui les maintient aujourd'hui sur le joug de ce système sataniste qui a été mis en place pour les intérêts que je viens de vous dire. Et donc, en clair, ceux qui sont là, je ne sais pas s'il faille dire que c'est de leur faute. Ils sont venus, ils ont trouvé des accords, et bon, ils essaient de faire ce qui a été décidé. Donc maintenant, il faut peut-être les libérer eux-mêmes de ceux dont ils sont captifs. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être originaire d'un endroit et d'être traître à cet endroit, de travailler contre les intérêts de ces endroits où vous avez des familles, vous avez... Non, moi j'ai vu même dans la police, des forces de l'ordre camerounaises, lors des différentes manifestations. Vous regardiez dans les visages, vous sentiez que les gars sont fatigués d'aller faire la petite répression et tout. Puisqu'en fin de journée, mais tout le monde est concerné par les problématiques qui sont posées. En fin de journée, on dort tous dans le noir. Hein. Oui, c'est ça la vérité. En fin de journée, quand ils ont fini de faire cette répression, ils rentrent chez eux. Et après toute la sueur et tout, ils ne peuvent pas se laver parce qu'il n'y a pas d'eau dans les maisons. Donc, en réalité, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Qui nécessite donc qu'il y ait une prise de conscience, en tout cas que ceux qui ont la capacité de se mobiliser, à défaut de les encourager, ne pas les critiquer. Parce que c'est trop facile. Moi, j'entends des gens dire « Ouais, vous contribuez à donner une mauvaise image du Cameroun. » Mais non, on ne fait rien. Hein. Ceux qui donnent une mauvaise image du Cameroun, ben, c'est ceux qui agissent dans le sens de rendre notre pays ridicule aux yeux de tout le monde. Nous, c'est pas parce qu'on vient dire qu'ils font mal qu'on donne une mauvaise image. En se taisant, ça change quoi? Est-ce que ça change que nous apparaissons dans les classements les plus nuls qui puissent apparaître dans les pays du monde? Non. Et c'est pas nous qui nous mettons dans ces classements-là. C'est bien l'action des gens qui sont aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous ai dit quel est le contexte historique qui peut justifier certaines choses, parce qu'il faut rester mesuré, il faut rester modéré et faire preuve d'esprit de nuance face à toute situation. Alors, on va voir s'il y a des réactions. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a quelqu'un qui dit de même que la délégation de l'Union européenne qui serait allée en Voméca rencontrer le président pour en savoir plus. Moi, je veux faire une confidence, hein, de vous à moi. Il faut savoir une chose. Le Cameroun, et je vous parle d'expérience, c'est bizarrement le seul pays qui met tout de suite mal à l'aise les gens autour d'une table à l'international. C'est-à-dire que vous allez voir, vous êtes assis avec des gens, des notabilités, des gens avec une certaine liberté d'expression, une liberté de ton, et tout, mais dès qu'il s'agit de la question du Cameroun, je ne parle pas de Camerounais, je parle de personnalité à l'international. Dès qu'on évoque le Cameroun, vous sentez que les gens il y a un petit malaise, les gens ont du mal à parler, ils sont là, ils sont hésitants, et donc vous comprenez que c'est un sujet sérieux, le Cameroun. Ça, je vous le dis de vous à moi, et il y a peut-être une explication spirituelle à cela, mais ce malaise ne peut pas être créé pour rien. Donc cet activisme que Vitrice Gabriel vient de relever, pardon, est un activisme qui est lié un peu à tout ce contexte-là, tout ce que je vous dis. Moi, personnellement, pour rencontrer beaucoup de gens dont les paroles portent, dans le monde, j'ai observé cela, que la plupart du temps, dès qu'on glisse sur le sujet Cameroun, allez, voilà, on commence à commander le dessert et tout pour que les conversations soient closes. Et ce malaise ne peut qu'exprimer quelque chose de bien puissant. C'est pour ça que chaque Camerounais, autant que nous sommes, doit prendre très au sérieux le pays que nos ancêtres nous ont légué. Et prendre au sérieux le pays que nos ancêtres nous ont légué implique quoi? Implique de se dire qu'il ne faut pas être là aujourd'hui à se voir juste comme des gens qui vont venir par la suite continuer à manger, faire le faux, des surfacturations et tout pour devenir riche et tout. Non, vraiment ça ne peut pas être ça. Le destin de notre pays, qui aujourd'hui est le pilier de profitabilité de la zone CEMAC, le destin de notre pays
va être super impactant sur tous les pays qui sont autour de nous. Donc on ne peut pas se permettre de venir faire des choses un peu de manière légère, comme ça a été fait ces années. Mais, encore une fois de plus, ça a été fait de manière légère parce que c'était ça l'agenda. C'est ça l'agenda. Ces gens-là ne sont pas là. Oubliez l'idée que nous avons des gens qui sont là pour travailler. Ils ne sont pas là pour travailler. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. C'est pour ça que, moi je vous dis, je connais beaucoup de ces ministres de manière personnelle. Je ne vais peut-être pas citer des noms pour ne pas embarrasser certains. Ce n'est pas le but de notre communication ce soir. Mais pour avoir échangé avec certains, vous voyez qu'il y a comme une âme morte toutes les fois que vous voulez parler progrès avec eux. C'est un peu comme s'ils se disaient, bon, lui n'a pas compris, bon, rien ne peut être fait et tout, mais quand vous êtes à un certain niveau de confidence avec certains, ils vous disent quand même, comment voulez-vous que dans un pays comme le Cameroun, qu'il n'y ait aucune décision qui puisse se prendre par des techniciens, tout est politisé. Ça veut dire que vous allez venir avec un super beau projet. Quand vous venez, vous allez beau en parler aux ministres concernés, aux responsables concernés, ça doit aller à la présidence. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire à la présidence à votre avis? C'est pour arbitrer. Regardez, bon, est-ce que dans ce qu'il nous avait demandé de faire, c'est prévu qu'on doit faire ça? Non, ce n'est pas prévu. Au lieu que les gens vous disent même par manière, on commence à vous perdre le temps. On vous tourne, on tourne, on tourne. On fait comme tous les autres projets. Ou alors, on vous laisse perdre de l'argent, perdre du temps. Et puis parfois, on sabote. Les propres gens qui sabotent les projets, c'est même nos frères. On les envoie aller mettre un vice de fabrication là-bas. On sait que vous allez passer 10 ans à construire un ouvrage. Et puis au bout de 10 ans, au moment de mettre l'ouvrage en œuvre, eh bien, que vous vous rendez compte que, ah non, mais il y avait des boulons qu'on avait oublié de mettre là-bas, donc si on essaie d'ouvrir ça, ça va s'écrouler. Résultat, des courses, en fait, on en fait comme ça, des projets comme ça, en fait, rien ne marche. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une volonté que les choses soient comme ça. Donc les gens même d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont en échec. Ils sont dans le respect scrupuleux de l'agenda qui leur a été fixé. Ils ne sont pas là pour construire le Cameroun, ils sont là pour bien veiller aux intérêts. Mais c'est des deals qui ont été passés il y a plus de 70 ans. 1960, 2025, ça fait quoi? Ça fait 75 ans. Aujourd'hui, 75 ans après, nous sommes 30 millions. Nous avons des enfants qui doivent manger, qui sont assis dans les maisons. Le ratio démographique a changé. Et maintenant que le ratio démographique a changé, on est confronté à de nouveaux défis. On ne peut pas continuer à garder les choses comme ça. Donc maintenant, ce que moi je dis, parce que je ne suis pas un naïf, je sais comment fonctionne le monde. Si vous venez dire aujourd'hui, allez, on part sur les ruptures brutales, on ne veut rien, mais je peux être sûr qu'on aura le temps de rien bâtir. Parce que les autres jouent leur survie. Il faut bien en avoir conscience. Vous leur coupez tout, d'un coup, ils meurent. Est-ce qu'ils vont accepter de mourir? Non. Qui accepte de mourir? Ils vont utiliser toute la capacité de nuisance qu'ils ont pour empêcher que nous on avance. Or, pour construire, il faut faire de la prospective, il faut de la sérénité, il faut faire de la planification. Et on ne peut pas planifier si on vit dans la psychose, la déstabilisation, le coup d'État, le machin et tout. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'ingénierie et beaucoup de diplomatie, en se disant, c'est bon de tenir compte de nos intérêts, c'est bon aussi de tenir compte des intérêts des autres. Parce que, en le faisant, on procède à ce qu'on appelle, en jeu politique, l'alignement des intérêts. Quand les intérêts sont alignés, alors tout le monde a intérêt à ce que les choses marchent et tout, et puis on est tous gagnants. Donc il va falloir aussi à ce niveau qu'il y ait une vraie méthode, une vraie approche pédagogique, pour que les uns et les autres comprennent, qu'on sorte des enthousiasmes, le petit enthousiasme qu'on peut voir, ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, le monde que vous voyez, c'est une grande mafia. Vous avez des exemples tous les jours sous vos yeux, hein, où on dit, bon, allez, on va faire une charte mondiale, bon, personne n'a le droit de gifler l'autre, et bon, vous allez venir, quelqu'un va venir, il vous gifle, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. On va dire, bon, lui, là, il vous a giflé, c'est pas grave et tout, mais vous ne pouvez pas gifler quelqu'un d'autre en vous brandir la charte. Et non, il y a cette charte qui dit ça. Donc, quand vous voyez que les choses sont comme ça, vous allez comprendre que c'est pas facile. Moi, je vais vous prendre un exemple. Nous avons nos jeunes frères du côté du Sénégal qui ont suscité une très grande aspiration populaire et tout, qui les a menés au pouvoir. Mais c'est un danger d'arriver au pouvoir sans connaître les codes.
du monde, comment ils fonctionnent, savoir les réseaux, savoir comment ça marche. Parce que vous pouvez très rapidement passer de la popularité à l'impopularité. Les gens ne vous mettent pas au pouvoir juste parce que vous êtes beau, ils vous aiment. Ils vous mettent au pouvoir parce qu'ils ont une espérance. Ils ont des attentes. Ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Et donc, si au bout d'un certain temps, vous ne parvenez pas à améliorer ces conditions de vie, pourquoi? Parce que vous êtes boycotté à gauche, à droite, par tel réseau que vous n'avez pas su ménager et tout. Mais ça donne quoi? Vous êtes un échec. Et donc, vous rentrez dans l'histoire comme des gens qui ont suscité une aspiration collective et qui sont aussitôt rentrés dans la poubelle de l'histoire. Combien de gens comprendront ce dont vous avez été victime? Donc bref, il faut beaucoup d'humilité dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et se dire que, bon, allez, il faut mettre aussi de l'amour dans les cœurs, la manière de démarcher et être honnête intellectuellement. Quand votre frère fait quelque chose qui est bien, mais reconnaissez que votre frère a fait quelque chose de bien et inspirez-vous de cette chose si vous pouvez. Mais n'y allez pas de la mauvaise foi ou avancer des arguments tribaux et tout. Non, ça marche pas comme ça passera pas. Alors il y a Francheli qui dit, Morgan, vous avez raison, l'industrie et l'énergie transformée, dont sans résolution de la question énergétique, nous n'irons nulle part. Mais oui, on peut aller nulle part, il faut même pas rêver. C'est au cœur. Regardez, aujourd'hui, on va faire un petit regard à 360 degrés en Afrique. Quand il a fallu créer le grand barrage de la Renaissance, est né tout de suite un conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie, avec des sponsors côté égyptien. Et c'est qui ces sponsors? C'est des gens qui ont les moyens et qui voient surtout d'un mauvais œil qu'un pays comme l'Éthiopie, qui je crois va être bientôt la deuxième ou troisième grande démographie africaine, qu'un pays comme celui-là ait un barrage avec cette capacité, qui peut fournir beaucoup d'autres pays en électricité, en énergie, dans son pourtour et même un peu plus loin, en Afrique. Ça a freiné, il y a eu des guerres et tout pour freiner ce projet. Pourquoi? Parce que c'est la question centrale. Si vous avez réglé la question énergétique, vous réglez toutes les autres questions. Vous comprenez? Donc, c'est pas de la priorité, c'est la priorité plus. C'est le truc sur lequel il faut bosser. Mais pour ça, il faut prendre en compte la géopolitique. C'est très important. Ne voyez pas juste les choses avec les yeux candides. Ouais, les gens, non, il y a de la géopolitique. Main velue, ça va marcher, pourquoi? C'est un sabotage. Et vous comprenez, après tout ce que je vous ai donné comme élément aujourd'hui, vous comprenez pourquoi c'est un sabotage. Pourquoi mes équipes ne marchent pas? C'est un sabotage. Ça ne marchera pas. Tant que la géopolitique, en tout cas qui a été pensée aux années d'indépendance, il n'y a pas une rupture avec. Donc maintenant, comment on va rompre? C'est qui les profils des gens qui vont demain se positionner pour parler au nom de nos pays? Est-ce qu'ils ont le niveau de rhétorique qu'il faut pour pouvoir imposer des discussions? Et quand je vous parle de rhétorique, ce n'est pas juste la fanfaronnade. Je vous ai dit ici qu'au moment où le FMI imposait aux pays africains des programmes d'ajustement structurel dans les années 80, les obligeant à se désengager, obligeant les États africains à se désengager des dépenses d'éducation, des dépenses de santé et tout. Il y a un pays, le Sénégal, qui avait à sa tête un agrégé en économie qui a fait valoir son talent, qui a fait valoir son expertise. Il a dit non, les gars, vous avez beau être du FMI, moi je suis professeur d'économie, votre plan, il ne tient pas. Il ne tient pas pourquoi? Parce que moi je suis un jeune État. Si je veux faire ce que vous demandez, ça veut dire que bon, je ne sponsorise plus l'éducation, alors que mon pays vient à peine de commencer, je ne sponsorise plus la santé. Mais à quel moment je vais créer des cadres, des ingénieurs et tout qui vont venir créer de la valeur et qui pourront se prendre en charge pour payer? J'aurai jamais le temps de le faire. Donc vous nous amenez complètement à l'abîme. Et résultat, ce qui a été accepté ailleurs, au Sénégal, n'a pas été accepté. Et les résultats sont là. Donc pendant que tous les autres pays de la sous-région étaient en mode bon, oui, bon, c'est ce qu'on nous a dit, puisque c'est qui va négocier ces choses-là? Vous connaissez les méthodes de cooptation aujourd'hui dans notre pays. Ce n'est pas les plus talentueux, ce n'est pas les brillants qu'on envoie. Puisque de toutes les façons, ce n'est pas de la brillance dont on a besoin, ça ne colle pas à l'agenda. Donc on envoie peut-être son cousin, bon, on va en mission à New York, le gars il va, il dort dans les hôtels
avec les nanas. Et donc, le sujet même sur lequel il vient, il va juste entériner ce que les autres disent. Il ne sait même pas si c'est bien pour l'intérêt de son pays ou pas. Mais une fois que vous avez un interlocuteur de notre niveau, ça donne autre chose. Ça donne qu'au Sénégal, ils ont dit non, monsieur, nous, on ne fait pas ce que vous dites là. Nous allons mettre 40% de notre budget dans l'éducation. Le résultat, il est quoi? 10 ans. Après 10 ans de Wad, il y a eu des ingénieurs, des cadres et tout. Il y a toute une classe qui a émergé. Et ces gens-là, ils sont venus apporter des solutions, créer de la richesse au Sénégal, faisant que dans 10, 15, 20 ans, le Sénégal n'aura plus besoin de subventionner l'éducation, puisqu'il y aura des gens suffisamment riches, capables de payer l'éducation, de financer l'éducation de leurs enfants eux-mêmes. Vous voyez donc la différence qu'il peut avoir en fonction des interlocuteurs. Les gens qui comprennent rien au terme des échanges, vous les mettez là, qui n'ont pas le niveau de rhétorique, donc ils entrent dans une salle de discussion, ils font du oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, jusqu'à la fin, et puis ils touchent leur perdienne, ils reviennent au Cameroun, ils n'ont rien négocié pour le Cameroun. Vous comprenez? Donc on a tous ces problèmes-là. Alors il y a Taillé Dieudonné qui dit qu'il faut dépassionner le débat quant à la compréhension du monde, car la prédation est partout. Oui, tout à fait, tout à fait. La prédation est partout. Et c'est pour ça qu'il faut être froid. Vous voyez, il y a un type qui s'appelait Senghor, il s'est levé un matin, il a dit « L'émotion est nègre, la raison est laine ». Les gens ont crié « Oh, pourquoi il dit ça ?» C'est n'importe quoi. Mais rien que ceux qui ont crié « Oh, pourquoi il dit ça ?» Ils sont venus confirmer ce qu'il disait. Les autres sont froids. Regardez les télévisions, les chaînes de télévision d'ailleurs, vous n'entendez pas les gens crier. Et ils n'en sont pas moins des assassins, c'est pas moins des tueurs, c'est pas moins de tout ce que vous voulez, mais dans le calme. Hein? Ils vont dire, ben oui, vous voyez, l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de potentialité. Ils vous la mettent, mais en douce. Pendant que l'Africain est en train de s'exciter, là, ouais, ma chérie, toi tu crois quoi? Dès que Palmer a dit un truc, aussitôt, hein, vous voyez des gens écrire à gauche et à droite, personne ne cherche même à aller au fond. Qu'est-ce qu'il veut même dire concrètement? Donc il faut effectivement, cher Taillé Dieudonné, qu'on puisse domestiquer notre passion, l'émotion, là, qu'on arrête de réagir. Parce qu'on ne pourra pas aller à la conquête du monde si on n'a pas les codes. Et les codes, c'est qu'on est froid. On encaisse, on raisonne, et puis on se dit, bon, on est dans les échecs, quelle est la prochaine carte qu'on sort? Et tout. Il faut du calme pour cela. Et nous ne sommes pas suffisamment calmes. Nous sommes des gens bruyants, et nous sommes bruyants dans tout, pour tout. Vous allez être là, vous faites votre fête, les autres font leur fête à côté, mais ils prennent autant de plaisir que vous, mais ils n'ont pas besoin de trop s'exciter. Donc c'est pas une preuve de sagesse et de maturité, hein. Moi je crois, hein, à mon niveau. Alors il y a Eric Codeau qui dit « Il en est de même du projet Tanger-Med. L'Union européenne a tenté de convaincre le Royaume du Maroc que le port d'Al-Jaziras, étant situé à moins de 50 km, que ce serait un investissement improductif. Un investissement improductif. Mais oui, il faut en avoir conscience. Partez toujours d'un principe simple. Plus de 60% des ressources naturelles sont concentrées en Afrique. Nous n'avons pas fait de concours pour cela. Parce que s'il fallait faire un concours pour avoir une telle concentration, nous ne serons pas les premiers. Donc c'est la nature qui l'a voulu. Les autres, parfois, n'ont rien. Pourtant, le modèle qu'ils ont construit est un modèle qui dépend fortement de ces matières premières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils nous avaient laissé à l'époque de commencer à en faire l'usage que nous voulons de ces matières premières, ça allait créer un handicap originel. Donc eux, ils n'ont pas ces matières premières, et ceux qui ont ces matières premières sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. Ils ne s'en sortiraient pas. Et donc ils ont travaillé dans le calme pour mettre en place des mécanismes afin que nous n'en ayons pas usage de ces richesses que nous avons, afin que ces richesses puissent leur profiter. Aujourd'hui, ils ont trop tiré sur la corde, mais c'est de bonne guerre. Il ne faut pas être dans... Il faut pas réagir avec colère. Non, il n'y a pas de colère, c'est de bonne guerre. Si nous avions été à leur place, on penserait pareil. Maintenant, il se trouve qu'on est à la croisée des chemins. C'est que ce système qu'ils ont mis en place, c'est un système au début des années 1900. En 1900, il y avait exactement 100 millions de gens qui vivaient en Afrique, donc du Cap au Caire. 100 millions de gens. Donc la corne de l'Afrique, tout en bas là-bas, 100 millions en 1900. On est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de plusieurs milliards de personnes que nous sommes en Afrique.
C'est-à-dire que les besoins, les problématiques ne sont plus les mêmes. Donc on ne peut plus continuer avec un système où l'ensemble de la ressource est affecté au développement de notre pays pendant qu'on a ces milliards de gens qui sont là qu'on ne peut pas nourrir. Et donc la prospective, plutôt le bon sens aurait commandé, en ce moment, c'est là qu'il faut avoir des hommes d'État, des hommes avec une vraie capacité d'intelligence analytique et tout, pour se projeter, se dire non, ils ont été maintenus dans un système, ils étaient en nombre aujourd'hui, à ce nombre-là, ça ne pourra plus tenir. Donc il faut réinventer la relation. Comment on fait pour aller vers un truc où nous n'allons pas totalement perdre, mais eux, ils ne seront pas totalement démunis. Parce que quand ils seront totalement démunis, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir des réflexes humains. Ils sont de dire, ah, j'ai rien à perdre, donc je vais me battre. Mais est-ce qu'on a intérêt à ce qu'ils se battent? Parce que s'ils se battent, nous, ça nous crée des freins ici, dans notre chaîne de production, on n'en a pas intérêt, donc allons sur une base pacifiée. Nous, c'est ce que nous poussons aujourd'hui, en tout cas à mon niveau. Nous poussons à ce qu'on aille vers ça, avec quelque chose de très intelligent qui soit profitable à tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui me parlait tout à l'heure, c'est Pat Labs, qui me disait tout à l'heure l'échec de l'industrialisation en Afrique. Bon, écoutez, on a évoqué la question énergétique. Il y a des spécialistes qui peuvent nous en toucher des mots, mais il y a aussi le fait historique et la géopolitique que je viens d'évoquer, donc qui répond à ce Pat Labs. Je l'ai rencontré à Brazzaville, au Congo. Ils avaient monté à l'époque des jeunes qui sont partis de la diaspora. Ils ont monté une brasserie qui produisait une très bonne bière qui s'appelait Divumba, à base du vin de palme. Voilà. Oui, du vin de palme, mais je crois de la canne à sucre. Bon, il pourra me corriger tout à l'heure. Ça remonte à quelques années. Ils ont mis un très bon produit en place. Vraiment, quand vous goûtiez à ce produit, la manière dont ils avaient approché, la stratégie, c'était beau. Ça donnait envie. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas prospéré longtemps. Et moi, à l'époque, quand je les ai vus aller faire, je savais au fond de moi, je me disais, oh, voilà, les gars qui vont être déçus bientôt, parce que ils voient juste la dimension, on a une idée, cette idée peut avoir un marché, mais ils ne voient pas toute la dimension géopolitique. Et c'est là les métiers, les gens comme nous, pour vous dire, ah, tu veux faire telle chose, puis nous, on sait venir t'analyser un environnement, te dire, bon, cette chose-là, ça va être difficile parce qu'il y a tel qui fait telle famille, tel grand conglomérat qui fait le contraire. Si tu te positionnes là, tu vas leur niquer des parts de marché, ils ne vont pas te laisser. Ils vont soit te tuer, soit s'arranger à ce que tu n'émerges pas. Donc, il faut trouver une autre façon d'agir. Mettre en place maintenant des passerelles, des stratégies pour que l'activité puisse se mettre en place et soit viable, pérenne. Donc, à l'époque, je les avais vus et voilà, j'avais mal parce que je savais à quelles difficultés ils allaient être confrontés. Et ça n'a pas tardé. Donc, très beau projet entrepreneurial. Et puis, voilà, ça s'est passé comme je vous dis. Alors, on va prendre, donc il y a Mayo Binder qui dit, Morgane, je valide. Est-ce que... Alors j'ai du mal souvent à voir les messages en direct, et du coup, ça rend un peu difficile la possibilité d'interaction. C'est après que je me rends compte que beaucoup de gens ont envoyé des messages, des questions, et malheureusement, on est déjà parti. Et tout. C'est pour ça qu'il est peut-être parfois mieux de pouvoir réagir en appelant. Alors il y a Agnès de l'Ariel. Oui, ma sœur Agnès, c'est un plaisir. Voilà, donc Pat, il est là, Pat Labs. C'est quelqu'un de très intéressant. Et qui est pas africain, lui vient des Antilles, mais je vous jure que c'était impressionnant à l'époque de voir des jeunes de la diaspora croire en l'Afrique au point de quitter Paris et partir. Ils étaient dans la région de, je crois, d'Olizy ou Caï, Caï au Congo, c'est là-bas qu'ils étaient, qui ont concentré leur truc. C'était formidable. En fait, comme il faut agir, parce que c'est très bien de tenir des discours
interminables, des critiques sur l'Afrique, mais il va falloir à un moment donné qu'on soit capable de mettre la main dans le cambouis. Et quand moi je parle souvent d'Afrique, je parle d'Afrique avec autorité, parce que j'y ai investi de l'argent, j'ai perdu de l'argent, j'ai essayé de faire des projets, à gauche, à droite, ça marche, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a une vraie expérience. Quand je viens vous parler, je vous parle des choses que j'ai vécues. Je ne vous parle pas des choses que je fantasme ou que j'imagine. C'est expérience du terrain. C'est que bon, sur l'un des premiers investissements que j'ai fait en Afrique, c'était au Sénégal. À l'époque, j'idéalisais, quoi. Je me disais, oh non, les jeunes qui sont là-bas, ils ont besoin d'être pris, soutenus et tout. J'y ai mis de l'argent dans un pays comme le Sénégal. Si je vous dis d'où sont venus les problèmes, vous n'allez pas croire. Mais les problèmes sont venus des mêmes jeunes qui avaient motivé ma démarche entrepreneuriale en Afrique. Parce que vous confiez la responsabilité à des gens, ils ont qu'en tête de taper dans la caisse, de prendre, et ils ne comprennent pas que mais cette caisse c'est un capital. À force de taper, chacun dans la caisse, mais tout va s'écrouler, et puis vous allez vous retrouver sans emploi. Au point où je me suis retrouvé à un moment donné, j'avais investi dans le transport et la logistique, hein, donc j'avais des grands semi-remorques qui faisaient la ligne Dakar-Bamako, hein, et des marchés, hein, le port de Dakar jusqu'à Bamako tout le temps, mais il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Pourquoi? Parce que il y a un système de vol qui s'est mis en place où un camion part, on sait qu'on a 400 000 de bénéfices par voyage, et sauf que chaque jour, on vous appelle pour vous dire non, il y a une explosion des pneus et tout. Mais il n'y avait pas d'explosion de pneus, c'est que les mecs qui vendaient des pneus dans le parcours. Il a fallu qu'un jour, que je me dise maintenant, il faut que je vois cette affaire au clair, et que je prenne une voiture banale, banalisée, et que je suive les convois pour découvrir la mafia. Je me rappelle, je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelle Kaffrine, ouais, Kaffrine, au Sénégal, pas très loin de la frontière avec le Mali. Et je vais déjeuner avec un ami qui était le maire de la localité à l'époque. Et au sortir de là, je passe, je ne sais pas avec qui je parlais. Il faut toujours être très humble dans la vie. Je vous jure que l'humilité, ça peut vous ouvrir des portes que vous n'imaginez pas. Et c'est quelqu'un qui me dit, mais en voyant les photos, il me dit, ah, mais ces camions-ci, mais vos chauffeurs, là, ils vendent les roues ici tout le temps. Donc voilà comment on découvre le poteau rose. En clair, on avait tourné depuis 6 mois, on avait des marchés à l'appel, mais il n'y avait pas 5 francs qui rentraient dans les caisses. Et l'œuvre de qui? De ces jeunes. Et donc je suis rentré, je me suis couché à l'hôtel, je me suis dit, ben allez, qu'est-ce que je fais? Je suis venu au départ pour essayer de créer des emplois pour ces jeunes. Maintenant, ils me volent, je suis contraint à commencer à les mettre en prison. Est-ce que c'est pour ça que je suis venu? Mettre des gens en prison? J'ai répondu à la question, non, c'est pas ça qui m'a motivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Du jour au lendemain, j'ai tout fermé. On a bradé les camions à des prix vraiment... Ouais, parce que on n'en pouvait plus. Donc, pour vous dire que l'Afrique dont on vous parle, c'est une Afrique qu'on connaît très bien. On ne vous parle pas d'une Afrique fantasmée. C'est des expériences qu'on a vécues. C'est opération 200 000 euros sec, perdu. On n'a rien pu faire, rien gagné et tout. Donc, il ne faut pas aborder l'Afrique en l'idéalisant. Il faut considérer que c'est une terre où même les gens qui ont des problèmes sont eux-mêmes parfois le problème. Donc voilà. Et ça fait quoi? Ça fait que quand vous entendez parler parfois avec la retenue, les gens peuvent croire que oui, ah non, lui il est vendu, ou il est avec les autres. Non, on parle avec la retenue, parce qu'il y a de l'expérience, il y a de la sagesse derrière. On sait que le mal n'est pas toujours concentré que chez ceux qu'on nous pointons du doigt. Le mal est parfois même parmi nos troupes, des gens qui voulons que les choses changent. Vous allez être étonnés, je vous jure, parce que le problème du pouvoir, c'est qu'il amplifie les défauts des gens. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui est là, dès qu'il a le pouvoir, et bien alors, la part la plus sombre chez lui va s'exprimer. Il va commencer à faire des abus de tout genre, à faire exactement ce qui était reproché à ceux qui étaient dans la gouvernance précédente. Donc, il faut bien, je reviens sur la question, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on définisse un projet. C'est quoi qu'on fait? C'est-à-dire que, ok, on acte le fait que nous ne pouvons plus continuer avec la gouvernance actuelle. Je ne considérais pas qu'ils ont échoué. Je considérais qu'ils ont respecté l'agenda qui leur a été fixé par les colons en partant du Cameroun. Or, aujourd'hui, il est temps que cet agenda s'arrête. Et s'arrête dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure.
Bon, maintenant que cet agenda va s'arrêter dans les conditions évoquées tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Évitons de tomber dans la diversion, parce que nous avons face à nous un pouvoir, mais qui est composé de génies. Quand il faut se maintenir, quand il faut faire des coups fourrés, ils sont très bons. Moi, je dis tout le temps, quand je vois des gens dire qu'ils veulent lutter contre le pouvoir de Yaoundé et sous-estimer ce pouvoir, moi je rigole, je me dis, mais eux, c'est des petits lapins de 6 semaines, ils n'ont rien compris. C'est des gens qui ont une vraie force de manipulation. Ils savent créer des événements. Un événement dans un autre événement pour tuer l'événement principal. Ils savent le faire. Donc, quand vous les avez, respectez leur talent. On ne maintient pas un peuple dans la situation où il est. Au point, on donne des pains sardines à des gens et les gens sont contents, ils applaudissent et à tous les coups, on leur fait le même coup. C'est-à-dire que là, il y a une élection. Imaginons que l'élection va se tenir. Imaginons. Rien n'est certain. À quelques mois de l'élection, le débat, c'est lequel? Le débat, c'est des hommes politiques, soi-disant de l'opposition, qui se foutent sur la gueule entre eux. Personne n'est en train d'attaquer les gens qu'il faut faire tomber. C'est un tel qui dit qu'il est une force du changement, qui s'attaque à un tel autre qui est une force de changement. Vous savez, moi, par principe, je peux ne pas aimer tous les gens qui disent qu'ils veulent que ça change pour des raisons ou d'autres. Mais jamais je n'attaquerai une force de changement, parce que sur le principe, tout acte qui est posé, qui va dans le sens du changement, doit être soutenu. À défaut de soutenir, il faut la fermer. Il ne faut pas venir critiquer, venir dire je ne sais pas moi quoi, parce que c'est un truc qui est de nature à démobiliser, alors qu'aujourd'hui, il doit y avoir un chorus pour aller vers le changement. Et surtout, tenir en compte que nous avons face à nous des gens extrêmement brillants, mais qui ont mis leur intelligence au service du mal. Et donc, vous n'avez pas à les dégager comme ça en venant... Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut de la réflexion profonde. C'est étonnant qu'à quelques mois d'une présidentielle, si elle se tient, qu'aujourd'hui, les forces du changement ne soient pas en train de parler un langage commun. À se dire, bon voilà, c'est qui les profils? Bon, allez, ces profils-là, bon, il faut une stratégie. Comment on parvient à coordonner? Vous entendez juste de temps en temps, il y a un tel qui a sorti qui dit qu'il a besoin de 20 millions pour sa campagne, ce qui est complètement insultant. Vous vous rendez compte? Le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC va se conquérir avec 20 millions de francs CFA de frais de campagne. Mais ça ne paye même pas un consultant comme moi. Si je dois venir m'asseoir pour définir la stratégie, des choses qui doivent s'évaluer en dizaines de milliards de francs. Si on veut être sérieux, on ne va pas conquérir un pays comme le Cameroun en parlant de millions. De millions. Vous allez faire quoi avec 1 million? Il faut au moins, je dis bien au moins, on est au bas mot, au moins 1 à 2 milliards par région. Parce que si ce n'est que les gadgets, si ce n'est que s'arranger pour que dans le défilé, tout le monde ait un drapeau avec son candidat inscrit dessus, c'est tout de la vous. Non, ils sont sérieux. Donc quand vous voyez ça, vous comprenez que les gens ne savent même pas de quoi ils parlent, qu'on a beaucoup de doux rêveurs et tout. Et puis, on peut aimer le Cameroun, on peut servir le Cameroun sans être président du Cameroun. Je ne sais pas aussi pourquoi il y a cette frénésie. Moi, je pensais que, à l'heure qu'il est, tous les leaders, tous ces gens qui pensent et qui ont quelque chose à jouer, ils devraient être plutôt assis à se dire, bon, lequel va être le meilleur de nous tous, et puis on se met tous derrière pour pousser. Mais vous avez tous les jours quelqu'un qui naît. Rien que les Bassa du Cameroun, les gens me disent, ils n'aiment pas qu'on parle comme ça, mais moi je dis la vérité. Rien que les Bassa aujourd'hui représentent les 3/4 de candidats déclarés dans la même région. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de sérieux dans cette affaire. Soit il n'y a pas de sérieux, soit les gens ne comprennent pas les enjeux. Et s'ils ne comprennent pas les enjeux, ils sont complètement disqualifiés. C'est pas avec eux qu'on va bouger le mammouth. Après, je vous ai dit qu'il y a l'autre chose. C'est que beaucoup de ces gens sont téléguidés depuis les officines, pas très loin du palais des Toudis. Donc, jouer à ce trouble-là, à cette distraction, ça peut faire partie d'un agenda aussi. Mais si on veut être sérieux, honnêtement, à l'heure qu'il est, on devrait être dans le quelle est la stratégie? Vous pensez que la diaspora camerounaise, les Camerounais,
ils peuvent, s'ils veulent, tous les Camerounais veulent le changement. Mais quand vous appelez les gens pour leur dire non, j'ai 20 millions, aidez-moi, mais les gens ne sont pas bêtes. Ils vont financer quoi? Il faut financer quelque chose de béton. S'il y a aujourd'hui, nous on a parlé des conclaves de la diaspora pour restaurer le Cameroun et tout. Si aujourd'hui, les Camerounais ont l'impression qu'il y a un truc sérieux quelque part, où des gens crédibles se sont assis tous ensemble pour dire, bon, allez, dans cette affaire, toi, un toi, vous allez vous mettre devant et on va tous vous soutenir, vous verrez de l'argent, vous ne saurez même pas quoi faire de l'argent. Parce que les Camerounais ont cette capacité de se mobiliser. On a quand même vu un seul parti politique ici, et encore, il n'était pas à la mobilisation maximale, mettre plusieurs milliards de francs. Rien que pour... hein. Donc vous imaginez maintenant l'ensemble des Camerounais qui sont tous désireux du changement et qui peut-être restent chacun dans son coin parce que bon, ils ne voient rien de sérieux. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent bien évaluer le sérieux des gens au regard de comment ces gens se présentent. Même si vous avez réellement des besoins de 50 millions, vous ne devez pas venir dire que vous voulez conquérir le Cameroun et 50 millions, ça va vous aller. C'est quoi 50 millions de francs? Je vous dis, même les simples honoraires d'un consultant comme moi, ça ne paye pas. Donc vous allez faire quoi avec ça? Rien. Ça montre tout de suite à ceux qui regardent qu'il n'y a pas de sérieux. Et puis, des gens qui ont peut-être envie d'agir restent chacun dans son cocon et disent, bon, je ne vais pas sortir me griller pour un truc qui est voué à l'échec à la base. Donc, on veut le changement ou on ne le veut pas. Il faut qu'on soit capable de répondre à cette question. Si on veut le changement, il est temps aujourd'hui de poser les bons actes, les bons gestes qui montrent que nous sommes amateurs. De toute façon, il y a une maturité aujourd'hui des Camerounais. Le manque de maturité, il est observé chez ceux qui incarnent le leadership du changement. C'est chez eux qu'il y a un manque de maturité. Moi, je vois, je cause avec des gens m'envoient des messages. Tous les messages vont dans le même sens. On en a marre de ces gens-là. On en a marre. On est prêt à tout. Même des propositions de que vous nous créez une force militaire quand nous on va prendre les armes avec vous et tout. On a ça tous les jours. Et tout. Donc les gens sont prêts. Mais maintenant, tous ceux qui ont émergé sur la scène publique en voulant porter cette aspiration collective n'en voient pas des signaux sérieux. Et c'est sur ça qu'il faut travailler aujourd'hui, à quelque temps de l'élection. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir se frotte les mains. Ils vont refaire passer la même chose. Ça fait combien d'années qu'ils refont toujours la même chose et ça marche toujours. Et les Camerounais, ils ne se remettent pas en question. Il y a un problème. Il faut travailler. Hein. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut pas se faire d'illusions. Alors, on a qui d'autre? Quel message à prendre? Oh, c'est dommage que je ne vois pas en temps réel. Après, voilà. Et il y a Franck Chegui qui dit que... alors, il y a Tani Dieudonné qui demande si on peut intervenir en direct dans le live. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, parce que ce serait été bien de l'entendre. Malheureusement, je n'ai pas de dispositif pour ça. Sinon, j'aurais vraiment volontiers, je vous aurais laissé parler volontiers et on vous aurait entendu. Donc, bon, on va faire ça une autre fois parce que j'ai pas prévu ça. Il y a qui? Il y a Tanier Dieudonné qui dit: tu as bien fait l'autopsie du Cameroun, mais tu sous-estimes le confort psychologique du Camerounais qui est proche de zéro. Conclusion, au-delà du constat, force est de constater qu'on ne peut rien faire dans l'état actuel. Bon, oui, nous, on a montré le chemin. Ça fait 2 ans que je dis que ce qu'il faut au Cameroun, c'est une insurrection. Pourquoi? Et il faut une insurrection et derrière un système autocrate, mais qui travaille pour le bien du Cameroun, des patriotes qui vont venir travailler pour le bien du Cameroun. Pourquoi? Parce que voilà un endroit où le mal, pendant 43 ans, a été érigé en vertu. Vous n'allez pas changer ça en venant offrir des pétales d'orchidée aux gens, en leur disant: oh les mecs, c'est pas cool, tu vas pas, on a dit il faut pas faire pipi là, comment tu fais ça? Non, ça marchera pas comme ça. C'est d'attraper un bonhomme comme celui-là. T'as lu le panneau? Oui. Tu lui mets 50 coups aux fesses.
Et puis tu es sûr que, et ça s'est fait parfois devant ses enfants et tout, et tu es sûr que personne d'autre ne voudra plus faire la même chose. Donc il faut ça. Il faut des patriotes, et il faut surtout un coup de force. Et quand je dis, je ne pense pas forcément à l'armée camerounaise, parce qu'elle fait partie du problème. Vous pensez que les citoyens qui sont là-bas, ils sont différents du reste de la population? Ils sont comme tous les Camerounais. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'ils sont pareils que les autres. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, bon, le système est en train d'atteindre ses limites. Parce que quand vous parlez avec les tenants du pouvoir qui vous disent eux-mêmes qu'ils sont fatigués, et vous vous dites, mais il y a quelque chose, on est en pleine sorcellerie là. Oh, vous êtes fatigué? Mais je vais vous raconter une histoire. Dans les années 2000, quand il a été question de libéraliser l'audiovisuel. Donc ça a été fait. Et puis aussitôt que les premières radios ont commencé à émettre, parce que je suis très à l'aise pour vous parler de cette histoire-là, de ce pan de l'histoire du Cameroun, j'ai été un acteur et un témoin. Donc aussitôt que les radios ont commencé à émettre, on a observé, nous qui avions une certaine idée de ce que c'est qu'un média, prenons ça vraiment comme un quatrième pouvoir, il y a eu tout de suite une dérive. Dans certaines radios, des gens s'attaquaient aux gens, ils insultaient, et tout, on s'est dit, ah non, les mecs qui sont en train de nous casser le mythe des médias, il ne faut pas qu'on laisse ça faire. Qui était ministre à l'époque? C'était un certain Jacques Famenot, c'était lui le ministre de la Communication. Et donc, on a fait une délégation de professionnels du métier pour aller dire, mais non, nous appelons, écoutez bien, hein, nous appelons à une régulation, un système qui va quand même réguler, parce qu'on ne peut pas laisser ça faire. La conséquence directe va être que tout le monde va être amalgamé, et puis nous allons perdre ce statut de quatrième pouvoir, parce qu'on va penser qu'une radio, une télé, c'est un endroit où tu viens, tu donnes un billet, et puis on va en insulte X ou Y. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a rayonné, fameux Nongo. Pourquoi? Parce que ça les arrangeait bien, la situation. Comme ça, ils se sont dit, bon, allez, ce truc-là, on a d'abord laissé ça à contre-cœur, et maintenant, on n'a pas besoin de contre-pouvoir. Donc, si le quatrième pouvoir, là, ils peuvent se décrédibiliser, ça nous arrange. Ils ont fait quoi? Ils ont laissé faire. La situation que vous voyez là aujourd'hui au Cameroun, où X prend l'argent sur Y pour diffamer un tel et tout, c'est eux qui ont encouragé ça. Nous, on a vu ça, la mort dans l'âme, on n'a rien dit, on a laissé faire, puisqu'on ne pouvait rien. L'autorité étant du côté de ceux qui font ça parce que lui, son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas un contre-pouvoir réel qui laisse, on a laissé faire. Mais nous, on savait, moi j'avais pensé déjà à l'époque, qu'arrivera un moment où cette société qu'ils sont en train de fabriquer va créer du tort à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand j'entends les mêmes monter pour dire, ouais, les gens là ont dit n'importe quoi, je rigole, je dis, mais c'est vous qui avez été pour l'émergence de ce système. Mais au moment où vous étiez dans le petit calcul politicien, vous avez ignoré que les ravages que ça pouvait créer dans l'ensemble de la société, donc y compris pour vous, étaient des ravages qui n'allaient pas être à tête chercheuse. Donc on a laissé pourrir un système. Pourquoi? Parce que bon, ça arrangeait les intérêts politiques de l'époque, mais aujourd'hui ça crée du tort à tout le monde. Vous voyez? Ça c'est un exemple de choses vécues dont je peux vous parler à profusion. Alors, Agnès dit, le problème de l'Afrique, c'est déjà une bonne formation, une bonne... Oui, je suis allé à Brazzaville au Congo. Il y a une zone économique spéciale qui s'appelle Maluku. C'est à 100 km de Brazzaville. Ils ont créé des entreprises et tout. Quel est le problème qu'ils ont rencontré? Ils n'avaient pas de personnes formées pour profiter de ces gisements d'opportunités en termes d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une inadéquation formation-emploi. Donc vous voyez des gens qui venaient vous dire, ouais, moi j'ai la licence, mais la licence ne vous forme pas un métier. Ou j'ai le bac, ou j'ai machin, ça ne vous forme pas un métier. Donc la question de formation que vous évoquez, là c'est une question qui est centrale. Il faut créer des formations. Nous, on avait pensé à l'idée de lycée technique professionnel. On s'est dit, il faut au moins 10 lycées techniques professionnels et l'ITEC Pro dans l'ensemble du territoire, donc un par région. La vocation de ces lycées techniques professionnels sera de former les gens à des métiers concrets. Et puis maintenant, dans la quête de partenaires que nous avons dans le monde, l'idée c'était de se dire, bon, on va voir Mercedes,
pour encourager Mercedes à une délocalisation au Cameroun, par exemple, ben, la région où Mercedes délocalise, elle peut se faire sponsor de l'un des modules qui est enseigné dans l'IC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui sont en CIC technique professionnelle sont en stage de spécialisation dans les usines Mercedes, ils acquièrent la culture d'entreprise et compagnie, et dès qu'ils ont fini, ils ont leur diplôme, et ben, ils ont un réceptacle en termes d'emploi, tout de suite ils vont travailler dans ces entreprises. Voilà un peu le schéma que moi j'avais pensé dans ma tête. Donc aujourd'hui, même si du jour au lendemain, on se retrouve avec des centaines de milliers d'emplois, on aura un problème. Ces emplois ne pourront pas être pourvus parce que nous n'avons pas des gens qui sont formés. Vous voyez, on prend un domaine comme la soudure industrielle, tout simplement. On a un type qui est arrivé au Cameroun, brillant, Forgidam, à l'époque, il décide de ressusciter les chantiers navals. Il est créé de toutes pièces et tout. Il réussit à créer de l'attractivité sur la région Cameroun. C'est-à-dire que les gens partaient d'ailleurs pour venir faire dépanner leurs chalutiers et compagnie au Cameroun. Un vrai savoir-faire. Qui sont les gens qui formaient? Il a pris beaucoup de gens comme ça, viens former de A à Z au métier, que de faire passer 15 ans sur des bancs à un enfant qui, à la fin, ne sait rien faire. Mais l'idée, c'est d'orienter les gens en fonction des vocations, de dire, bon, toi, tu as 15 ans, dès 15 ans, on te met déjà tu entres dans un lycée technique professionnel, tu commences la soudure et tout, tu vas être en spécialisation. Au bout, quand il a 25 ans, il a 10 ans d'expérience. Il a appris, il connaît, il est compétitif. Et c'est que de cette manière qu'on peut ramener de la devise. Vous savez, on a parlé de la question de la double nationalité. Moi, je dis plutôt la nationalité plurielle. Il faut donner la possibilité aux Camerounais de pouvoir se mouvoir. Parce qu'on voit juste le truc que les gens vont profiter, mais non. Est-ce que vous savez le nombre de talents camerounais, d'experts camerounais qui ratent les opportunités à l'extérieur? Pourquoi? Parce que parfois il y a une opportunité qui se présente, mais il faut passer par la case visa. Bon, quand on n'a pas le visa et tout, bon, on va réfléchir. S'il y a deux candidatures, deux profils de candidature, il y a un qui a besoin d'avoir un visa, le Camerounais, et l'autre on va se dire, bon, ça va être compliqué pour le Cameroun. Pourtant, s'il va travailler à l'étranger, mais il va ramener des devises. Et quand il ramène des devises, ça enrichit le pays. C'est tout le monde qui profite. Donc, il y a beaucoup de choses. En réalité, on n'a même pas commencé. Pour moi, le Cameroun, c'est un vaste chantier où il va falloir s'asseoir, penser qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays, quelles sont les potentialités, de quelles ressources disposons-nous et qu'est-ce que nous avons comme amis, comme personnes qui peuvent nous aider, avec qui on va s'asseoir et travailler à construire un pays. Parce que là, on n'a rien fait. Vous vous rendez compte, pour faire le simple tronçon Yaoundé-Simalène, je suis revenu au Cameroun pendant presque 10 ans. Toutes les fois que j'atterrissais à l'aéroport de Yaoundé, je me disais, bon, je vais enfin prendre l'autoroute. Non, c'est pas fait. Pendant 10 ans, pour construire moins de 20 km. Donc vous comprenez qu'il y a un problème quelque part. Mais aujourd'hui, il faut se positionner dans les solutions. Parce que on ne doit pas juste envisager, comme je le disais tout à l'heure, le changement pour le changement. On va changer pour n'importe quoi. Il faut donc cette réflexion. Donc Agnès, vous avez raison de dire que le problème en Afrique, c'est déjà une bonne formation. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut créer, il faut former des gens à des métiers pratiques, à des savoirs concrets. Et puis ces gens-là, maintenant, on pourra mettre en face d'eux des gisements d'opportunités. Leur dire, bon voilà, par exemple, ce truc-là, c'est une honte qu'on n'ait plus de chantier naval compétitif au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on a pris un type comme Forginam, qui était brillant, on l'a foutu en tôle. Quelle valeur ajoutée? Zéro valeur ajoutée pour le pays. Il est là-bas, et puis la chose qu'il avait commencé à bâtir est morte de sa bonne mort. Donc il y a matière à réveiller tout ça. Mais il se trouvera que peut-être le jour où on viendra sortir tous ces gens de prison, ils ne seront plus en capacité en termes d'énergie de pouvoir être opérationnels. Ils joueront juste des rôles de conseillers. Et peut-être au niveau relationnel, s'ils ont des relations à gauche, à droite, de sonner le tocsin pour battre le rappel des troupes. Mais il va falloir qu'on ait des gens en capacité de travailler pour construire quelque chose. En tout cas, moi je dis ça pour les leaders, hein, pour ceux qui vont être président, ministre. Moi je vous ai dit, je suis candidat à rien. Je suis juste un citoyen qui est engagé à fond pour que le pays change et qui est prêt à mouiller le maillot, comme je le fais depuis 2 ans,
pour accompagner, aider à dénicher les talents qui peuvent incarner ce changement. Et voilà, c'est ma part que je fais pour mon pays. Hein, et chacun devrait faire pareil. Moi, je le dis, c'est dommage que les gens pensent que la seule façon de se rendre utile à son pays, c'est d'être candidat à la présidentielle, de vouloir être président. Non, on peut servir son pays de différentes manières. Hein. Et justement, le fait que tout le monde soit habité par des je veux être président, mais finalement, à quel moment on construit le projet? Alors que vous imaginez toutes ces intelligences. Si chacun prenait un peu d'humilité, de se disait, bon non, moi je veux me mettre au service d'un projet, sachant que on ne devient pas président. C'est le destin. Si votre destin est d'être président, je vous jure que même si vous êtes caché au fin fond de Tokombéré, quelqu'un viendra vous chercher là-bas quand l'heure va sonner pour vous dire, bon, venez, je vais vous raconter une histoire. Le président Wade perd l'élection, la dernière élection avant celle de 2010 qu'il a gagnée. Il en avait fait baver sa famille, la prison, les arrestations. Sa famille a trop souffert. Ses enfants n'ont pas profité de lui. Sa femme aussi. Elle alternait. Entre tel problème, elle doit venir intervenir. Donc elle a dit à son mari, tu vas une dernière fois. Là, si tu perds, tu me donnes ta parole d'honneur. Tu arrêtes la politique. Il a donné sa parole d'honneur à sa femme. Oui, j'arrête la politique. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il s'est retiré. Il a quitté le Sénégal. Il est venu habiter en France, il habitait à Versailles, dans leur maison familiale. Et 2010 arrive, ou 2010 ou 2012, je ne me rappelle plus très bien. Il y a une élection présidentielle au Sénégal. Donc Wade est déjà, il a raccroché les gants, il n'est plus dans la politique. Et puis un jour, il est là, il y a une délégation qui débarque. C'est tous les grands ténors de la politique sénégalaise, les Tanor Dieng, les Moustapha Niasse, ils viennent tous à Paris, ils viennent le rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis retraité. De quoi avez-vous besoin d'un conseil? Les gars me disent non. Nous pensons que nous avons décidé que c'est toi qu'on va tous soutenir pour que Abdou Diouf tombe. Parce qu'on en a marre. Le pays est aujourd'hui en lambeaux. Il a dit, mais non, vous savez que c'est impossible. Moi, j'ai raccroché, je ne suis plus dans la politique. J'ai arrêté. Et de toute façon, même si je voulais, je ne peux pas. J'avais déjà donné ma parole à ma femme Viviane que je ne suis plus dans la politique. Donc vraiment, peine perdue. Bon, mais vous avez fait le déplacement dans la tradition de la teranga sénégalaise. Donc voilà, je vais bien vous accueillir, bien vous traiter et tout et tout. Les mecs, ils insistent, oui, mais non, vraiment, cette fois-ci, viens, nous te promettons que tu vas gagner et tout. Il leur dit non, moi, je ne suis plus dans la politique, j'ai raccroché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils insistent à un point où le président Ouad leur dit, bon, je peux vouloir, mais j'ai donné ma parole à ma femme. Et je connais une personne qu'elle écoute beaucoup. Je vous conseille d'aller voir cette personne. Et donc, ils sont allés voir un jeune que Madame Ouad avait pris comme un fils et tout, et qu'elle aimait bien et qu'elle écoutait. Et ils sont allés, le jeune, il est étonné de rencontrer les ténors. C'est un peu comme si le Tokamoun, du jour au lendemain, vous voyez débarquer chez vous les Issa Tiroma, les Bello Bouba, tous les gros noms de la politique Cameroun, ils débarquent chez vous, vous n'êtes rien. Donc le jeune est étonné, mais qu'est-ce qui me vaut cet honneur de... Et les vieux lui disent, non, bon voilà, on a une mission à te confier, il faut que tu convaincs Viviane de laisser le président se présenter, parce que nous on a un projet et on va faire gagner le président. Et le jeune, effectivement, il a parlé à Viviane et elle a accepté. En disant, bon, c'est la dernière fois, tu promets non, parce que tu avais déjà dit et tout et tout. Ouad est parti au Sénégal, résultat des courses, il est devenu président. Donc, c'est pour dire quoi? Moi, j'aime toujours vous prendre des exemples concrets. Parce que le problème chez nous, c'est que beaucoup de ceux qui occupent l'espace discursif public parlent souvent sans que cela ne soit appuyé par une expérience, soit appuyé par des situations qu'ils ont vécues personnellement, et ça fait que ça rend moins les propos moins pertinents. Donc j'aime souvent prendre des exemples. Donc Wade rentre au Sénégal, il devient président, après qu'il ait décidé d'arrêter la politique. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas besoin de s'exciter pour je vais être président. Non, le président c'est un destin.
quand c'est votre destin d'être président. Je vous jure. Regardez ce qui s'est passé chez nous. De tous les collaborateurs d'Aïdio, qui pouvaient penser un instant que ce soit Paul Biya qui deviendrait président, puisqu'il se faisait baffer par des gens comme Aïssi Vodo. Déjà, tais-toi quand on parle, toi si tu veux parler, et tout. Mais qui pouvait imaginer? Mais c'est sur lui que c'est tombé, parce que c'était son destin de devenir président. Donc, il n'y a pas besoin d'excitation il faut se mettre au service de son pays. Et je vois beaucoup de talents là, qui malheureusement sont en train de se neutraliser entre eux, alors que chacun de ces talents pouvait jouer un rôle essentiel. Mais il faut de l'humilité, il faut convoquer l'humilité de part et d'autre, et que les gens se mettent soit dans une démarche d'abord altruiste pour leur pays. Le reste, si ça doit venir, si c'est que c'est sur vous, vous n'aurez pas d'effort à faire. On va choisir, un type va dire non, c'est moi. À 2 jours de l'élection, il tombe malade et tout, il est incapable de... Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Il n'y a aucune certitude qu'Ousmane Sonko sera président du Sénégal un jour. Parce que pendant qu'on le pense là, beaucoup de choses peuvent se passer. La politique, c'est très fluctuant. Est-ce que lui-même pouvait imaginer un seul instant que ce ne serait pas lui assis au palais et pas Diomaye? Et que ce serait Diomaye et pas lui, pardon. Il ne pouvait pas s'imaginer. Donc la politique, c'est un destin. Et ils sont partis, ils ont des cartes à main qui peuvent créer et puis empêcher que lui ne soit jamais président. Donc la politique, c'est le destin. Il faut l'histoire de la présidence, c'est le destin. Ce n'est pas des choses qu'on force. Il faut travailler pour le Cameroun, c'est le mot que j'ai envie de dire. Et puis voilà, le reste suivra. Ceux qui sont choisis par notre ordre cosmique en profond, ils vont occuper les fonctions qu'ils doivent occuper. Voilà comment moi je vois les choses. Alors il y a Mabi Laura qui dit qu'il faut que cet agenda s'arrête. Oui, Mabi. Obligé, on ne peut pas faire autrement. L'agenda, on ne peut pas dire aux gens, non, ne traversez pas. Oh, vous venez, vous nous embêtez, vous êtes de trop chez nous, on est fatigué des odeurs. Donc pendant que vous dites ça aux gens, vous maintenez des systèmes en Afrique qui poussent les jeunes à partir. Non, il va bien falloir, à un moment donné, faire des grands choix et que ces choix s'opèrent. Si vous laissez un système qui ostracise des talents d'Afrique qui ont envie de partir, vous ne pouvez pas vous plaindre chez vous, de dire qu'ils sont nombreux chez vous. Donc, nous, on est pour que ce système s'arrête et il va s'arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qu'on négocie, ça va s'arrêter. Juste que il faudra de la sagesse de part et d'autre pour que ça ne crée pas des dommages qui soient irréversibles pour tout le monde. Parce que je le dis souvent, et les gens disent « Ah ouais, ce gars-là, c'est un franc, il est pour la France et tout. » Non, moi je vous ai dit que je ne suis pas au niveau d'être dans l'adoration des idoles. Quand vous avez ma formation spirituelle, quand vous avez mon parcours, vous ne pouvez pas être un être humain qui idole les gens ou qui idole les systèmes. Non, qui idolâtre, pardon, les gens ou les systèmes. C'est pas possible. C'est que je réfléchis en tenant compte de tous les aspects d'une question. Il faut réfléchir toujours à 360 degrés. Le but aujourd'hui, c'est que, regardez, même notre sécurité sociale en Afrique, qui porte la sécurité sociale? C'est les diasporas. Les diasporas tiennent l'argent d'où? Elles tiennent l'argent de leur pays d'accueil. Est-ce que ce serait censé pour ces diasporas de vouloir la chute de ces pays d'accueil? Non. Parce que s'ils chutent, ils n'ont plus de revenus, il n'y a plus de sécurité sociale en Afrique. Donc il y a une interdépendance, on est liés. Donc ce qu'il faut faire, c'est travailler pour que l'Afrique s'affranchisse de ce système esclavagiste qui a paupérisé toute une bonne partie de sa population, mais en tenant compte aussi des intérêts des autres. Parce que si on ne tient pas compte des intérêts des autres, ce qui va se passer, c'est que les autres vont jouer leur survie. Et vous savez ce que ça veut dire, jouer la survie. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans l'espace AES, moi, si j'ai un commentaire que je pourrais faire, c'est de dire, il y a un rapport de force qui a été établi. On a vu que, bon, en face, il y avait des hommes qui peuvent parler, qui sont couillus et tout. Bon, maintenant, il faut calmer un peu le jeu. Parce que cette situation ne peut pas être tenable à vie dans la tension. Il faut calmer le jeu. Donc aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est établi. Ça veut dire qu'il y a un autre type de négociation qui peut se faire. Il faut négocier. Se dire, bon voilà. Pourquoi? Parce que c'est une équation de survie. Il faut toujours penser à ça.
Les autres n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils avaient le choix de faire autrement, ok, mais ils n'ont pas le choix. Ça veut dire que vous leur enlevez ça, c'est un peu un type à qui tu vas dire que bon, c'est là que tu mangeais, je t'enlève ça, tu ne vas plus manger. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va lutter avec l'énergie du désespoir pour que ça ne se produise pas. Et quand il y a une bagarre, tout le monde est perdant parce que chacun prend un coup, quelque part. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Il y a le commissaire Ebenet que j'aperçois quelqu'un pour qui j'ai un très grand respect, pour la capacité qu'il a eue de comprendre l'enjeu que cela représente aujourd'hui, de sortir chacun de sa zone de confort pour pousser, parce qu'on ne peut pas laisser que 2025, que ce système continue. Pour nos enfants, on n'a pas le droit de rester tranquille, on doit tout simplement agir. Et j'ai plutôt tendance à avoir du respect pour des gens comme ça, qui ne se posent pas des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'on va me tuer? Je vais mourir. Sachant que je vous l'ai dit, c'est pas sans danger ce que nous faisons. On est l'objet de fatwas, des séances d'exorcisme, on jette nos noms dans les feux et tout, pour qu'on brûle, pour qu'il nous arrive les pires vilainies. On sait comment le système fonctionne, rassurez-vous. Mais voilà, quand vous êtes dans une démarche sacerdotale et que vous considérez que bon, vous n'avez rien à perdre, c'est pour les générations d'après, bon, le reste n'est pas important. Philippe Bichobi Bitan dit, le problème en Afrique, c'est déjà une bonne formation, une bonne moralité et surtout une bonne éthique à insuffler dans toutes les formations. Tant qu'il n'y a pas une bonne éthique dans tout ce qu'on fait, dans tous les domaines, surtout aussi, tant qu'il n'y a pas une bonne éthique dans tout ce qu'on fait, nous ne décollerons jamais. Et ça dans tous les domaines. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'il faut opposer à la religiosité la spiritualité. Parce qu'en Afrique, les gens croient qu'il n'y a pas de spiritualité en Afrique. On est dans la religiosité. On répète des dogmes. La spiritualité, c'est mettre en adéquation ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc la mise en adéquation de la pensée, la parole et l'action. C'est ça la base de la spiritualité. C'est pour ça qu'on est dépassé par les sociétés asiatiques, où vous avez un enfant qui naît depuis qu'il est petit et il a un respect pour son maître. Pourquoi? Parce que nous passons tous par les apprentissages. Mais si les gens qui peuvent professer, qui peuvent enseigner, aujourd'hui sont chahutés parce qu'à peine ils ont commencé à parler, quelqu'un vient à nouveau dire non, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, j'ai aussi le droit de donner mon avis. Mais tu donnes quel avis? Tu as appris à quel moment pour avoir des avis à donner? Pour régurgiter, il faut ingurgiter. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vomir ce que vous n'avez pas avalé, il faut déjà que vous ayez quelque chose, il faut être plein pour espérer se placer devant des agoras, commencer à discourir. C'est pour ça que regardez même les sociétés de pensée. Il y a tout ce qu'on appelle franc-maçonnerie et compagnie. Qu'est-ce qui se passe là-bas chez eux? Les nouveaux, les aspirants, les gens qui viennent, ils sont interdits de parole. Vous n'avez rien à dire. Ils doivent rester un bon temps jusqu'à ce qu'on considère qu'ils ont ingurgité suffisamment de savoir pour pouvoir régurgiter. Donc, et ça passe par la discipline que peut conférer la spiritualité. Il faut qu'on se discipline. Les religions là, ils ne sont pas en train de faire... Parce que regarde, qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Quand une religion vous dit, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Vous vous rendez compte de la gravité d'une telle déclaration? Ça veut dire que bon, la parole, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que vous allez trouver un politique qui vous dit aujourd'hui, non, c'est ça, et puis le lendemain, il vient dire le contraire, et puis les gens te disent, non, c'est la stratégie ou c'est machin et tout, mais non. La base d'une société, c'est la parole donnée. Et donc, il faut que, quand la parole sort, qu'elle corresponde à vraiment quelque chose qui a été pensé et quelque chose qui va être fait. Donc, il faut qu'on aille vers la spiritualité, la vraie spiritualité, qui veut que nous créions un nouveau type de citoyens qui comprennent les enjeux du monde dans lequel on est, qui sachent ce que c'est que la discipline, qui comprennent que quand un type qui a étudié dans un domaine vient parler, il faut l'écouter, apprendre de lui. Et c'est quand on l'a assez écouté qu'on peut se permettre de commencer à poser des questions. Et même pas à venir contester ce qu'il dit, mais à poser des questions. Or, dans notre société, et ça a été pensé exprès, la démocratie, c'est un piège qui a été tendu aux Africains. Parce qu'on savait très bien que pour nous aider à ne jamais nous en sortir, il fallait qu'on donne l'accès à la parole
à tout le monde. Parce qu'on sait ce que ça donne. L'accès à la parole à tout le monde, ça crée ce qu'on appelle la cacophonie. Ça jacasse de tous les côtés. Et il n'y a pas un propos intelligible qui sort et il n'y a rien de bon qui se construit. Pendant qu'on bavarde, là, on n'a pas le temps de construire. Donc, vous voyez, c'est un piège. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du système. Un système autocratique porté par des patriotes. Parce que si on voudra construire l'Afrique, vraiment, ça devra être dans le silence. Mon grand-père me disait que la graine, quand tu la mets dans le sol, quand elle est dans le sol, personne ne sait ce qui se passe. On voit juste la plante germer. Donc on ne construit rien dans trop de bavardage et tout. Ouais, on va faire ceci. Non, on fait. Et puis les gens voient les réalisations. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Alors, il y a... qui d'autre qui intervient? Et Adamou Vessa Sangou, lui, quand on parle de questions de spiritualité, il doit bien comprendre, qui est avec nous, qui nous regarde. Il y a Agnès Delaruelle qui dit que nous avons besoin de renforcer la technologie, les infrastructures routières, l'énergie, entre autres. La carte du monde est en train de se redessiner devant nous en ce moment même. Et l'Afrique doit en prendre conscience et être du rendez-vous. Mais l'Afrique, ça va se faire avec les Africains. C'est pour ça que je crois que dans un premier temps, les débats, c'est pas ce qu'il faut pour l'Afrique. Dans un premier temps, on a besoin de patriotes. Et là, nous sommes en train de lutter pour la quête de notre souveraineté définitive. Il faut bien que les gens qui vont porter le leadership de cette affaire-là, qui comprennent qu'ils ne fassent pas d'erreur. C'est pas du bavardage qu'il faut là. Ce qu'il va falloir, c'est des gens qui sont dans la construction et qui trouvent des solutions. Il va falloir opposer aux jouisseurs des bâtisseurs. Voilà. Si on ne fait pas ça, on perd de temps, on peut toujours faire tout ce qu'on veut. Alors, il y a qui d'autre? Tanier qui dit que... Alors, c'est qui? Je vais voir ça très bien. Voilà, il dit le système, donc c'est Franck Chegui qui dit que le système du président Biya déteste le progrès, ce système s'accommode de la fainéantise et de l'idiotie. C'est révoltant, je vous ai dit tout à l'heure les raisons structurelles à cela. On ne leur a pas donné le pouvoir pour construire le Cameroun. C'était pas ça l'agenda. Et il faut que chaque Camerounais arrive très rapidement à cette compréhension du problème pour comprendre tout le reste. J'ai souvent dit ici, c'est pas la peine d'aller essayer de faire des projets à valeur ajoutée au Cameroun parce que ça va être antinomique avec les missions de la gouvernance actuelle. Ils sont pas là pour construire le progrès. Vous pensez que c'est un hasard? Essayez-vous d'ouvrir un compte, même de 2000 € ici, en France, du jour au lendemain, vous venez avec 2000 €, vous allez créer un compte. Vous allez voir tous les problèmes, les questions qu'on va vous poser. Alors, comment vous imaginez qu'il y a des gens qui ont des comptes ici de 3, 4, 5 millions d'euros et ça ne pose pas de problème, ça ne gêne pas? Mais parce que ces gens-là sont des gens qui sont adoubés. Ils sont adoubés, on sait que d'abord on leur a mis comme mission de piller, de faire tout ce qu'il faut pour que ça ne bouge pas. Et ils ont le droit de venir ici acheter des maisons, garder l'argent dans les banques. Parce que le moment venu, quand on va siffler la fin du truc, du coup cet argent va être confisqué, il va enrichir certains potentats ici. Donc vous voyez un peu quoi. Il faut savoir c'est quoi le problème. Si on ne comprend pas le problème, la stratégie thérapeutique, elle sera nulle. Donc voilà, c'est important de comprendre le problème, Franck. Alors il y a Tani qui dit vous avez raison Morgane, l'industrie elle est... Non, ça c'est pas Tani, ça c'est... Il y a Claude Manga qui est avec nous. Bonjour cher Claude, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je crois qu'on va la voir enfin. Et pourquoi toutes les fois qu'on l'a, il disparaît? Excusez-moi, je suis obligé de regarder au même moment. Pour lire. Bon, écoute, c'est pas évident, ça marche pas très bien à tous les coups. Donc voilà, en gros, c'est ça, c'est ce qu'on pouvait se dire ce soir. Je sais pas si c'était intéressant, de toutes les façons, c'est juste un partage
des choses que nous vivons, des expériences qu'on a vues ailleurs. Donc, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que ne sous-estimez pas le pouvoir de Yaoundé. Il manœuvrera. Parce que dans l'ADN de ces gens, il y a la jouissance. Beaucoup d'entre eux étaient des gens pas capables de draguer des filles, d'être des phénomènes d'attraction de femmes et tout. Et la gouvernance leur a apporté ça. Se dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur dire, bon, vous avez laissé le pouvoir pour eux, c'est de renoncer à ces choses-là qui nous ont permis de prendre notre rang social, ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous dis, depuis, oubliez les schémas d'élection et compagnie. Le changement au Cameroun ne peut pas venir de cette manière. Parce que les mauvaises habitudes se sont installées. Vous vous rendez compte? 75 ans de mauvaises habitudes, vous allez dire aux gens, oui, bon là vous avez perdu, entrez maintenant à la maison, et puis vous n'allez plus avoir de chauffeur, et vous ne pouvez plus convoquer les jeunes filles que vous détruisez dans vos bureaux, parce que c'est ça qui se passe dans le pays. Moi, au Cameroun, en Afrique centrale, quand je compte les pays classes, je vous mets le Gabon, je vous mets le Congo, je vous mets la Guinée équatoriale, le Tchad même avant, et puis le Cameroun et la Centrafrique, ils se battent là-bas. Oui, parce que c'est le seul pays d'Afrique où moi je vois des jeunes filles qui parfois donnent leur jeunesse à des vieux croulants et sans rien en contrepartie. Parce que les gens sont tellement méchants au Cameroun qu'ils se complaisent à faire quoi? À maintenir les gens sous perfusion, quoi. Donc il a donné 100 000 à une fille, il sait que ça va pas aller loin, peut-être qu'il lui a foutu une maladie entre-temps, donc les 100 000 c'est aller dans les hôpitaux et il n'a rien le temps de construire. Allez dans les autres pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez voir ce que c'est. Vous voyez que là-bas, il y a une forme de redistribution. Une femme qui rencontre un Congolais ou un Gabonais, mais sa vie change, quoi. Elle sait qu'elle a rencontré quelqu'un d'un certain niveau et ça impacte dans sa vie. Donc chez nous, on est à un niveau de méchanceté et c'est encore plus chez les jeunes Camerounais. Parce que je vous dis, ils sont une part du problème. Je vous le dis, pourtant je suis aussi jeune, mais nous sommes une part du problème de notre pays. Ceux qui n'intègrent pas ça vont beaucoup déchanter le moment venu. S'ils n'intègrent pas le fait qu'il y a un certain nombre de mentalités, déjà une introspection à faire, des choses à revoir dans notre façon de fonctionner si on veut réussir. Sinon, on va se retrouver très rapidement avec « Oh, les gens, ils ont le pouvoir » et on regrette déjà des gens comme Biya, ce qui serait la pire insulte pour nos ancêtres. Réussir à faire regretter les gens qui ont perdu 75 ans de nos vies, ce sera la pire insulte. Mais on n'en est pas loin. Je vous le dis, tel que les choses sont faites, si nous ne faisons pas tout de suite notre examen de conscience pour que les uns et les autres commencent à changer chacun ce qui ne va pas chez lui, eh bien vous verrez, vous allez déchanter très très vite. Vous verrez que la capacité de haine, de méchanceté des jeunes aujourd'hui, ils ont quel lobby? Vous allez voir que Biya, c'est avec les mêmes qu'il est depuis des années. Hein? Ignat, machin, tous, c'est les copains. Ils ont été au séminaire, ils ont été à machin à Paris ensemble et tout. Ils sont restés solidaires. Hein? Vous pouvez me montrer aussi des lobbies de jeunes au Cameroun solidaires qui font des choses entre eux qui... Non. C'est dès que l'un arrive, il conspire de toutes ses forces pour qu'il n'y ait pas un autre jeune qui émerge. Et s'il y a un jeune qui est là, il faut le piétiner parce qu'il doit être le seul. Et la meilleure façon de le piétiner, c'est par les humiliations, puisqu'ils n'ont pas de vie spirituelle, hein, ils ne connaissent pas les notions de karma et compagnie, c'est commencer à arracher les femmes de gens, à humilier les autres et tout et tout. C'est ça, c'est un peu ça. J'exagère à peine au niveau de la caricature. Mais si vous êtes honnête, vous allez reconnaître que c'est un tout petit peu ça, quand même, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que les autres ont prospéré toutes ces années. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ce qu'ils font, c'est que, bon, quand il y a un bonhomme qui veut tordre le cou je sais pas moi qui, à quel jeune, il appelle un autre jeune, il lui donne un peu d'argent, allez, vas-y, tape sur lui. Et le bonhomme tape sur lui à volonté. Les mecs, ils se moquent, ils savent très bien que ces mecs-là, c'est des pieds nickelés, ils pourront rien faire, on les tiendra en laisse tant qu'on veut et autant d'années. Voilà, c'est un peu ça. Bon, les amis, je crois qu'on a parlé assez aujourd'hui. Je propose qu'on se reparle prochainement. Et s'il y a des sujets, bon, ils peuvent être... vous pouvez me les laisser inbox ou même sur ma page, comme ça on les évoquera la prochaine fois en les préparant un peu mieux. D'accord? Merci beaucoup pour votre temps. Il fera beau au Cameroun.
et c'est très très bientôt. Donc je vous dis merci et bon début de semaine.